Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Inmedia, hym.media pour avoir accès à tous nos émissions. En attendant, c'est l'espace thérapeute avec un nouvel invité. J'ai le grand plaisir d'accueillir Simon Tell. Simon, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission, Simon. On rappellera pour tous ceux et celles qui peut-être le souhaitent en savoir plus sur ce que propose Simon avec toute son actualité. C'est sur ce site www.coeurdechaîne.fr. Vous mettez un trait d'union, la touche du 6 sur votre clavier numérique, coeur-de-chaîne, sans l'accent.fr. Simon, tu es herbaliste, sylvothérapeute, tu proposes des soins énergétiques, l'occasion de pouvoir aborder ces différents sujets et thèmes durant cette émission, et je suis ravi qu'on puisse les aborder. Pourquoi ? Déjà d'une part, parce que ces sujets, quand on parle des plantes, des herbes, c'est extrêmement difficile, puisque le métier d'herboriste en France n'est plus. Il existe dans d'autres pays, comme par exemple le Québec, le Canada et d'autres pays d'Europe, mais en France, ça s'est terminé depuis le siècle dernier. En l'occurrence, de pouvoir revisiter ces métiers-là, ces corps de métier avec tout ce que ça implique sur la connaissance des plantes, c'est super. De voir dans quelle mesure est-ce que, tout en restant dans le cadre de la législation, tu proposes ce que tu proposes, ça l'est encore plus. Je dirais qu'il y a quand même pas mal d'obstination, voire peut-être de courage, à vouloir proposer cette ouverture-là vis-à-vis des gens qui viennent peut-être te contacter, alors que c'est quelque chose de très pointilleux d'un point de vue législatif, on a l'occasion d'en reparler. Quoi qu'il en soit, j'ai pour habitude de pouvoir voir avec mon invité son parcours de vie pour comprendre qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi est-il passé par ces cases-là, pourquoi est-ce qu'il propose ce qu'il propose. Tout ça découle d'un processus de vie, en l'occurrence qui nous permettra de mieux saisir, comprendre qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais. Alors, j'aimerais que tu puisses un peu nous parler peut-être du cadre familial, et avant ça... Shame on me, quant à moi, juste de faire un petit clin d'œil à Romuald Gay, par lequel tu es là aujourd'hui, dans le sens où Romuald, je l'avais reçu dans le cadre de cette émission, que vous connaissez, vous êtes des amis, et que vous venez de la même région de France, à savoir la Vienne. En tout cas la ville de Vienne. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ronald. La même chose. Et voilà, donc il y a aussi une actualité par rapport à l'endroit géographique qui sera amené dans les mois à venir certainement à changer. Oui. On aura l'occasion d'en parler. Quoi qu'il en soit, donc j'aimerais peut-être voir dans un premier temps dans quelle mesure est-ce que ton métier, ce que tu proposes, peut chez toi s'inscrire dans quelque chose qui nécessite un présentiel, d'accueillir et recevoir les gens. Dans quelle mesure est-ce que ça peut se faire, entre guillemets, à distance ? Oui, alors... On fera le parcours de vie, mais ça me paraît peut-être judicieux maintenant. De commencer par ça, ouais. Bon, alors du coup, moi je propose essentiellement deux accompagnements, donc l'herbalisme d'un côté et les soins énergétiques de l'autre, même si en réalité c'est assez difficile de scinder les deux. Voilà. Bon, le présentiel pour les soins énergétiques, déjà c'est une volonté de ma part, parce que j'ai à cœur d'avoir le contact directement avec les gens qui viennent me solliciter, et aussi parce que du coup il y a... une très grosse influence chez moi de la pratique qui est faite des plantes médicinales en Amazonie et qui implique de boire ces plantes. Voilà, donc bon, j'ai adapté ça à notre cadre occidental évidemment, mais par exemple, quelqu'un vient me voir avec une volonté d'être dans sa vie plus stable, d'avoir une sécurité, un cadre robuste. Évidemment, on va penser donc au chêne, Quercus robur. Et je vais utiliser donc le chêne sous sa forme soit d'infusion, soit de gémothérapie, soit de fleurs de bac. Et l'idée c'est d'être, donc, comme les tribus amazoniennes, au contact de l'esprit de cette plante et de ses enseignements. Et donc évidemment ça demande de boire cette plante-là. Voilà, il y a tout un aspect rituel aussi autour de ça, donc des chants, la position des mains, l'utilisation des parfums. Voilà, tout ça, ce sont des actes qui ont plus de force, évidemment, quand on les pratique directement sur le corps de la personne. Alors, je suis en train d'ouvrir ça à une potentielle forme distancielle, mais quoi qu'il arrive, mon cœur va forcément à la présence, quoi. D'accord. Voilà. Alors,
Merci de ta réponse. Maintenant qu'on a pu voir ça, ça implique que ton regard d'herbaliste permette de pouvoir donner des conseils, des remèdes, en tout cas à distance. Ouais. Donc ça, c'est autre chose. Après, dès le moment où on aborde les soins énergétiques, c'est autre chose, tout le présentiel. Ouais, c'est ça. Ouais. Je te remercie pour ces détails. Alors, un peu ce parcours de vie. Donc, j'allais dire, dans quel contexte, on va dire, socio-culturel tu as grandi? Qu'est-ce qui a été important pour le jeune homme que tu étais? J'ai envie de dire dans un contexte socio-culturel éclaté, mais ça m'a vraiment beaucoup formé. Alors, mes parents sont séparés assez jeunes. Ma mère est assistante sociale, mon père était d'abord fraiseur. Voilà. Puis ensuite il était au chômage, puis ensuite il a été agent de commune, gardien de stade. Donc, voilà. Et très jeune, en fait, je me suis retrouvé, entre guillemets, pas complètement livré à moi-même, évidemment, mais dans une certaine mesure, effectivement, c'était le cas, puisque ma mère, faisant beaucoup de dépression, était hospitalisée de nombreuses fois. Voilà, et puis donc moi j'ai très vite cherché à fuir la famille, fuir le cadre familial. Je me suis retrouvé donc à l'internat. J'ai vraiment cherché en fait à m'émanciper par fuite, voilà. Mais dans cette fuite j'ai aussi fait mes expériences et ça m'a permis d'ouvrir des portes qui aujourd'hui me rendent plus autonome, voilà. Puis qui m'ont permis aussi de construire mon regard sur le monde. T'as des frères et sœurs? Oui, 2 frères. D'accord, et t'es placé où dans la fratrie alors? Je suis l'aîné. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui tu as 28 ans, Oui. Ce qui peut paraître jeune, et en l'occurrence c'est pas ton âge qui est important, mais c'est surtout ce que peut dégager la personne. Et il est vrai que quand on s'est eu au téléphone, il y a chez toi cette maturité qui se dégage, qui est ressentie. Et c'est aussi pour ça que tu es dans le cadre de cette émission. Je pense que tu as vraiment quelque chose à apporter, notamment en lien ou en rapport avec tous les autres thérapeutes. Tu as vraiment une spécificité qui t'est propre et que la manière dont tu peux aborder les plantes ou le monde végétal au sens large du terme ou part, on va dire, d'une pratique assez intense, on va avoir l'occasion de le faire. Voilà, je dis ça parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi, même si l'habit ne fait pas le moine, en tout cas il y contribue dans une certaine mesure, et que pour ceux et celles qui te voient, il y a cette jeunesse qui est véhiculée. Donc quand on voit le temps, l'énergie qu'on doit employer dans le fait de l'apprentissage des plantes, de leurs effets, de l'esprit notamment, et pas seulement leurs effets, c'est très intéressant, ça demande beaucoup de savoir-faire, d'expérience. Ouais. Et si je te demandais donc par rapport à tes frères, le fait de grandir avec une fratrie, est-ce que ça a été quelque chose qui a été important? Si oui ou non, dans quelle mesure? Bon, évidemment, après, c'est toujours important, même si on grandit sans cette fratrie et qu'elle existe. Ouais, ça influe beaucoup le parcours, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai été très proche de mon plus jeune frère Hugo, donc, mon plus jeune deuxième, donc, qui a 3 ans de moins que moi, qui lui est paysagiste, qui s'est tourné aussi vers les plantes, etc., mais différemment. Et on a vraiment été complices très longtemps. Et arrivé la période donc, de l'adolescence, là ça a été la rupture avec toute la famille, et donc mon frère aussi. J'ai mon autre frère Baptiste avec qui c'était extrêmement conflictuel quand il était petit, parce que vu que c'était le dernier, forcément, il a payé les pots cassés, quoi. Et avec qui aujourd'hui je suis très proche. Et voilà, tout ça, ça vient nourrir aussi mon regard. Moi, je suis un peu en fracture avec leur façon de voir le monde, même si mon frère Hugo a ce rapport aux plantes. C'est un rapport très paysagiste, quoi, donc très, très matériel. On a parlé de l'esprit des plantes ensemble, mais c'est quelque chose qui tient tabou et qui est très intime chez lui. Et je rejoins son regard sur la spiritualité, qui est quelque chose d'intime en fait. En réalité, quand on parle de spiritualité, on parle de notre intimité, quoi. Donc, voilà, lui, il garde ça beaucoup pour lui. Ça m'a appris justement aussi ça, à redescendre un peu de mon univers fantasmé que j'ai construit à travers des expériences extraordinaires, souvent fortes. On en reparlera très certainement, mais voilà, moi j'ai donc pratiqué des plantes en Amazonie, notamment donc la très célèbre aujourd'hui ayahuasca, quoi. Et voilà, alors, le rapport du coup avec mes frères m'a vraiment aidé à revenir aussi à quelque chose de très concret, de très matériel, de très avoir l'autre pendant, quoi. C'est ça.
Voilà. Donc est-ce à dire que tu étais un jeune homme, on va dire, rêveur, qui avait pas trop les pieds sur terre? Oui, clairement, ouais. Très jeune, même avant l'adolescence et donc avant la rencontre. Donc, je te parlais tout à l'heure du cannabis. Avant ça, donc, j'avais déjà donc un côté très artiste, très dans la lune, souvent en cours, et ça nous est à tous arrivé. J'avais les yeux perdus dans le vide et puis on me rappelait pour me dire le cours se passe ici, quoi. J'étais très évadé dans mon espace imaginaire, quoi. Moi, j'ai fait de la guitare très jeune. J'ai commencé vers l'âge de 3 ans. Alors au départ sur des guitares en carton, hein, je faisais pas de la guitare tout de suite, quoi, mais voilà, j'ai commencé très jeune à m'intéresser aux arts. Et évidemment, ça cultive et ça construit tout un univers. Voilà, un univers très entre guillemets éthéré, quoi. Voilà, très. Et c'est-à-dire que tu as voulu t'orienter vers des études dans le milieu artistique? Oui, complètement. Ouais. Alors j'ai commencé par un bac littéraire. Donc clairement, je suis resté sur la pente artistique. Et après ce bac littéraire, j'ai échoué une fac de musicologie. Alors je dis échoué, mais ça a vraiment tout son sens, hein. J'ai vraiment vécu des années là terribles qui m'ont fait pareil. Moi, je vois ça dans ma vie. Souvent, c'est par fracture que j'avance. Et donc ces études de musicologie qui avaient pour but de faire de moi un musicien, déjà donc j'ai pas eu l'assiduité comment dire l'obstination, quoi, de tenir à ça. Donc le solfège, autant te dire que c'était pas possible. Et en plus de ça, c'était dans la période de ma vie où, en prise avec le cannabis, j'ai vraiment frôlé des états donc proches de la schizophrénie, de la paranoïa. Enfin, proche de la paranoïa, clairement paranoïaque, et où je me suis dit peut-être qu'il va falloir que je fasse quelque chose, et où je me suis rendu compte en fait des méfaits de cette plante magnifique, en demeurant, qui est un esprit puissant, qu'on considère comme une plante maîtresse dans les traditions Toubou, donc en Colombie, mais qui voilà a son pesant de contrepartie, et clairement qui m'a pas aidé à être plus concentré, à être plus présent, à être plus ancré, et qui m'a clairement beaucoup servi à me déscolariser, quoi. Voilà. D'ailleurs, tu me faisais part que c'est suite à cette consommation du cannabis, à un moment donné, ou en tout cas peut-être des états qui en découlaient, ta mère t'a emmené voir alors je sais pas si c'était un médecin, un psy? Un médecin. Médecin. Médecin Et ce dernier a eu des propos qui t'ont interpellé, auprès de ta mère en l'occurrence. Donc ma mère qui s'aperçoit que je fume et qui se rend compte qu'il y a un problème. Clairement, il y avait un problème. Bon, pour moi, c'était pas de cet ordre-là. C'est une drogue douce, donc il n'y a pas de souci. C'est ce que je lui disais, quoi. M'emmène chez un médecin, et ce médecin, donc notre médecin de famille, hein, elle lui demande de me dire oui, c'est pas bien de fumer. Et le médecin l'arrête tout de suite en lui disant alors c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est une plante maîtresse. Et donc il y a des contreparties, il y a un respect à avoir, il y a toute une recherche que tu demandes inconsciemment, mais qu'il faut savoir aborder sagement, parce que effectivement ça peut être périlleux, quoi. Et à ce moment-là, vraiment, ça fait tilt chez moi. Il y a ces mots de plante maîtresse. Alors moi, j'ai beaucoup lu de fantastique, je lis beaucoup à l'époque déjà de livres comme Castaneda, etc. Donc moi, ça m'interpelle. C'est une porte ouverte pour plonger dans ces mondes-là, quoi. C'est lui qui me conseille Stanislas Grof, à l'époque, avec ses fameux états de conscience modifiés. Le psychiatre. Voilà, c'est ça. Donc il me donne les clés, en fait, d'exploration qui me manquent à l'époque, et dans le plan théorique. Parce que clairement, je suis en train d'expérimenter avec le cannabis des états de conscience modifiés, mais j'en ai, alors à l'époque, strictement aucune idée. En même temps, je ne sais pas quel âge tu avais à ce moment-là, mais... 15 ans. Ah oui, ouais, c'est jeune. Mais le cannabis, c'est la drogue douce communément utilisée par une bonne frange de la population, aussi bien adulte que adolescent. Voilà. Donc, de prime abord, c'est interdit. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, on peut parler de désagréments que cette plante peut occasionner. On peut parler, en tout cas d'un point de vue gouvernemental, sur la doxa, qu'il y a une dépendance. Et sans qu'il y ait le décorum autour, avec la notion du sacré que peuvent avoir certains peuples premiers, que ce soit en Afrique et ailleurs dans le monde d'ailleurs. Là, le cannabis est répandu partout, donc c'est relativement simple à entrevoir. Donc,
dès le moment où ce médecin te parle de ça, j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu, au regard de tes recherches, quand tu fouilles un petit peu, qu'est-ce que tu comprends de ce qu'est le cannabis, de l'impact qu'elle a sur toi, et dans quelle mesure peut-être tu régules ou tu changes ta manière de la consommer. Bah, tout ça vient après une phase d'expérimentation où c'est inconsciemment que ça enclenche quelque chose, quoi. Et à ce moment-là, j'ai cette notion de si c'est une plante maîtresse, effectivement, il faut... Enfin, j'ai envie d'intégrer ça à ce moment-là dans ma vie. Inconsciemment, il y a quelque chose qui remonte, il y a quelque chose de profondément sacré là-dedans, voilà, dans ce terme de plante maîtresse, une plante enseignante, quoi. Elle a plus que des moments récréatifs à te partager. C'est une enseignante. Et donc je commence à chercher à comment on a accès à cette sagesse, comment on a accès à cet enseignement. Sauf que clairement, oui, dans nos sociétés, on est coupé de tout ça, on n'a plus tout ça. Donc je m'intéresse à travers les lectures de Stanislas Grof, qui en parle beaucoup, lui, avec d'autres substances, par le biais du rituel, comment codifier la relation, parce que c'est de ça dont il est question, la relation avec le cannabis, pour qu'ensuite s'ouvre l'espace d'enseignement. Même s'il est déjà ouvert, en fait, inconsciemment, hein, quoi qu'il arrive, dès qu'on est en contact avec ces plantes, elles nous enseignent, ça c'est une certitude. Enfin, pour moi en tout cas. J'ai perdu le fil de la question. Alors, je pourrais y revenir en disant, suite à tes lectures et de la manière dont tu réenvisages l'utilisation du cannabis, sur on va dire, la part paranoïa, schizophrénie, que ça peut entraîner. Je dis bien ça peut parce que chez certaines personnes que j'ai pu connaître tous les jours, quotidiennement, on n'est pas tous égaux. Rien du tout, au contraire, ça les soulage, ça les déstresse. Et puis bon, on connaît aujourd'hui l'aspect thérapeutique du cannabis dans bon nombre de pays à travers le monde, notamment vis-à-vis de certaines maladies comme Parkinson, etc. Donc ça a des effets très positifs, pourrait-on dire, sur d'un certain côté. Maintenant, ce que je veux dire par rapport au sacré, c'est-à-dire que si on parle d'une plante enseignante, qu'est-ce que nous enseigne la plante, même d'une manière inconsciente, sur, on va dire, ces phases paranoïa ou schizophrénie? C'est quoi le message derrière sous-jacent? Alors, pour moi, c'est la phase de schizophrénie et de paranoïa, elle est plutôt révélatrice d'un déséquilibre dans la relation avec la plante. Et ce déséquilibre, en fait, c'est pas une punition, mais c'est clairement pour venir pointer ce qui ne va pas. Et moi, ce que ça m'apprend à cette époque-là, c'est qu'effectivement, je me suis laissé complètement séduire par son esprit, que j'ai clairement une fuite, en fait, de qui je suis. Je m'absente complètement de mon espace, quoi. Ça vient vraiment me plonger dans mes parts obscures qui ressortent. Ça vient vraiment me mettre en face de où j'en suis, quoi. Voilà, où j'en suis avec ces plantes-là et de comment je les utilise. Et à l'époque, en fait, même si j'ai commencé à codifier ma consommation, à y incorporer des rituels, le respect n'est toujours pas là. Voilà. En tout cas, pas autant que ce que demande cette plante. Et puis, il y a aussi quelque chose de particulier, entre guillemets, au cannabis. Pareil, alors ça, c'est vraiment depuis mon espace que j'en parle. C'est des certitudes chez moi, mais pour avoir expérimenté. On parle de l'esprit du cannabis comme un esprit possessif, qui va priver de volonté celui qui n'est pas assez solide pour lui placer des limites. Et c'est aussi ça qu'elle apprend, en fait. Vraiment si on n'a pas la structure pour la recevoir, elle va nous déstructurer. Voilà. Et il est nécessaire d'être solide pour la manier. Voilà. Et il y a aussi des règles après très, très pragmatiques. Chez les toubous, on ne la consomme jamais en la brûlant. C'est pas une plante qui demande à être au contact du feu, sinon elle dévore. Voilà, il faut qu'il y ait de l'eau constamment pour l'apaiser. Plus après, on pourrait rentrer dans d'autres considérations, comme on l'appelle la synsémia, la sans-semence. Et en fait, quand on la cultive pour ses effets récréatifs de conscience modifiée, on va chercher à amplifier la teneur en THC, et donc on va la priver de son mal. Il y a un déséquilibre qui se crée, et clairement il y a cette recherche-là aussi dans cette séduction que j'ai clairement invitée en fait dans ma vie, quoi. Donc voilà, après ça m'a en fait, je disais, j'avance dans ma vie par fracture, ça m'a en fait mis au pied du mur, et quand j'ai frôlé ces états de schizophrénie et de paranoïa, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais
cru jusque-là que c'était une drogue douce, qu'il n'y avait pas de contrepartie, que effectivement on peut en fumer tous les jours et se sentir bien, et c'est vrai pour certains. Pour moi ça l'est pas quoi, ça l'était pas. Et clairement tous les petits rituels que j'avais mis en place, qui étaient à l'époque dans une volonté d'aller toucher le pouvoir, parce que c'est de ça dont on est en train de parler aussi. Ces plantes enseignantes, elles enseignent le pouvoir, c'est des plantes de pouvoir. Voilà, c'est comme ça qu'elles sont appelées aussi, hein, plantas de poder. Et ça m'a en fait obligé à aller prendre soin de moi et à dire de couper, de mettre un terme à cette relation qui devenait malsaine avec le cannabis, et de mon fait, hein, clairement, pour ensuite m'ouvrir un nouveau champ d'expérience, quoi. Alors, ouais. Est-ce que ce cheminement vis-à-vis de cette plante a duré, je sais pas, jusqu'à la vingtaine, avant, après qu'est-ce qui a été le déclic? Je veux dire, tu parles d'une rupture, donc on peut penser qu'il y a un moment qui est douloureux. Ouais, et clairement. À quel âge, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, le cannabis se présente à moi donc en seconde, à 15-16 ans, et je lui ouvre la porte parce qu'à l'époque, j'ai plus accès à l'affection dans mon cercle familial. À ce moment-là, il s'installe, et je fume longtemps sans avoir de problème, en fait, hein. En tout cas, visiblement. Alors, bien sûr, perte d'attention, etc. hein, ça, voilà. Et jusqu'au début de la fac, donc à mes 20 ans, 21 ans, de 19 à 21 ans, c'est là que s'ouvre chez moi une expérience traumatique du cannabis, et clairement une dépendance en fait au cannabis, qui fait que même si je vis ces moments paranoïaques, je n'arrive pas à la quitter. Et donc je parle de rupture parce que à un moment donné, il n'y a plus le choix en fait. Quand on est dans une relation toxique, il faut rompre les choses pour faire avancer, quoi. Et voilà, bon, relation toxique qui clairement est de mon fait, hein. Voilà, c'est une évidence. Et à ce moment-là, en fait, je rencontre une autre plante maîtresse que j'ai clairement aussi avant ça dans ma ligne de mire, c'est donc l'ayahuasca. Et ces deux esprits sont assez peu compatibles, hein. Voilà. Et c'est au contact de l'ayahuasca que je finis par me sevrer totalement, quasiment du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques semaines, j'arrête complètement de fumer, et que je commence un chemin qui est beaucoup plus cadré, beaucoup plus constructeur que destructeur, et que je revisite ma relation aux plantes, et aux plantes de pouvoir particulièrement. Et quand je parle de rupture, c'est pas pour rien, c'est parce que cette plante-là, le cannabis, pour moi, une plante maîtresse, à partir du moment où on est en contact avec, laisse des traces. C'est comme une relation amoureuse, hein. Une relation amoureuse, on l'oublie pas. Voilà, c'est la même chose. Et donc il y a clairement rupture, parce qu'il y a un temps où je dois me tenir loin d'elle pour pouvoir me reconstruire. Et envisager potentiellement à l'avenir une autre relation, même s'il n'y a pas consommation, ça c'est important. Aujourd'hui, moi, j'ai plus la possibilité, en tout cas, je n'en sens pas le besoin de la consommer, quoi. Et j'ai vraiment à l'œil aussi tout cet espace blessé de ma consommation, qui est encore présent, évidemment, que je nettoie encore. Dans les rêves, il m'arrive souvent de rêver que je fume, et c'est pas anodin, quoi. On parlait tout à l'heure de l'importance des rêves, et il a une place clé dans l'apprentissage avec les plantes. Et voilà, j'ai l'œil toujours sur cette relation, donc il y a une rupture, clairement. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme ceux qui sont avec l'esprit de l'alcool, ou qu'importe d'ailleurs des branches, ça peut être la nourriture, ou chocolat, je sais pas. Mais voilà, on a beau ne pas avoir bu une goutte d'alcool durant 10 ans, il y a toujours cet appel qui peut être là, enfin j'allais dire sournois, en tout cas qui frappe à la porte peut-être de temps en temps, et qui, si jamais on boit une goutte, suffit à nous repartir, et puis peut-être de plus belle. Quand tu me parles de l'ayahuasca, alors l'ayahuasca est un psychotrope, considéré comme une drogue dure, interdit en France, mais pas dans d'autres pays d'Europe, comme par exemple la Belgique, la Suisse, le Portugal. On peut l'utiliser non pas tant dans un esprit créatif, parce que je veux dire, le nom péruvien, c'est la purge. Clairement. Donc on y vomit, c'est pas forcément agréable, et de surcroît, l'état d'esprit occidental n'est en rien
à voir avec l'état d'esprit tel qu'il est utilisé au Pérou, Colombie, enfin toute l'Amérique du Sud d'une manière générale. Donc quand tu nous parles de l'apport de l'ayahuasca, dans quel cadre est-ce que tu l'as fait et peut-être des erreurs que tu aurais pu faire, de ce que tu pourrais en dire vis-à-vis des gens qui nous écoutent? Alors, bah là c'est pareil, j'ai eu à faire un chemin avec. Donc je suis allé au Pérou, donc encadré là-bas par un chaman de là-bas, donc notamment plus l'ami dont je te parlais, hein, avec qui j'ai beaucoup travaillé ensuite, qui lui était franco-chilien, qui travaillait donc beaucoup. En fait, il avait une association donc, du nom de Colehuasi basée au Pérou. Voilà. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle les diètes. Il y a vraiment, alors il y a tout un imaginaire autour des plantes comme l'ayahuasca, qui d'ailleurs au tout départ, quand je la rencontre et quand je veux y aller à son contact, m'habite pleinement. Hein. Moi c'est vraiment l'ivresse quoi. On cherche l'ivresse. Et quand on rencontre cette plante-là et qu'on est bien guidé, c'est pas l'ivresse qu'on trouve quoi. Alors bien sûr, elle est là, mais c'est pas l'ivresse euphorique. Et souvent, en fait, ça vient avec un très gros nettoyage. Tu parlais de la purge, et c'est voilà, physiquement, il y a une purge, mais aussi dans tous les plans spirituels, dans tous les plans, en fait. Hein. Donc, c'est une pratique qui est extrêmement confrontante. C'est une pratique qui est extrêmement ouais, il n'y a pas d'autre mot que confrontante, quoi. Qui nous met face à nous-mêmes et qui demande beaucoup de discipline. Alors je revisite ce terme de discipline, c'est pas la discipline martiale, mais vraiment la discipline dans la paix. Voilà, il y a vraiment ça. Si on va chercher l'ivresse et seulement l'ivresse, c'est une liane, elle va nous réancrer. Et moi, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a nettoyé de mes attaches au cannabis, elle m'a réancré. Cependant, elle a les deux aspects, hein, vraiment, puisqu'elle est antéogène. Et moi, ce que j'invite beaucoup à faire attention quand on va au contact de ces plantes antéogènes, c'est justement le danger de se perdre dans le mystique, dans le mystérieux, dans l'extraordinaire, hein, et de se couper de la réalité, quoi. Il y a les deux pendants chez cette plante-là, et quand on est bien guidé et qu'on a une personne de confiance qui nous guide, clairement ne jamais tenter de faire ça seul, ça c'est une très grosse erreur. Quand on est bien guidé, en tout cas, il y a tout un travail qui est fait pour équilibrer. Voilà, le rapport à la plante, le rapport à soi, et le rapport à ces mondes, qui sont à la fois les mondes pratiques et pragmatiques du concret, et les mondes invisibles, donc de l'imaginaire, si on n'y croit pas, entre guillemets. Là, je fais le petit lien avec ce que disait Romuald, l'imaginaire et les visions, qui sont en fait pour moi deux espaces semblables. Et voilà, donc il y a vraiment cette notion-là il faut être... Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui nous sera amené si on ne l'est pas, mais qu'il faudra travailler, quoi. Mais prendre attention à son ancrage, quoi. C'est des mots assez métaphoriques, mais l'idée est là. C'est prendre attention à son rapport à la réalité. Voilà, c'est très important. C'est intéressant parce que le chaman est justement celui qui sert de guide, de tuteur, et qui nous accompagne dans ces méandres, hein, puisque lors des cérémonies, ce dernier est en lien, connexion avec tout le groupe ou l'individu qui passe l'initiation, et donc puisqu'il s'agit surtout d'une plante, c'est de la médecine, hein, considérée comme telle, hein, reconnue d'intérêt, ça fait partie de la culture péruvienne notamment. Et dans ce sens-là, on n'est pas lâché comme ça dans le grand bain sans quelqu'un qui nous tient la main et qui nous accompagne, parce qu'on peut se perdre potentiellement. Donc voilà. Alors autre chose, quand tu nous dis que tu es parti là-bas pour diéter, j'aimerais que tu nous parles de la diète, parce que alors, normalement, là aussi ça dépend du chaman, ça dépend si c'est en France ou à l'étranger ou dans le pays d'origine, bref, il y a un tourisme qui s'est fait, qui s'est développé depuis de nombreuses années, surtout par rapport à l'ayahuasca en France, qui a été, on va dire, mis en lumière à travers le film Autre Monde de Yann Kounen. Oui, clairement. Donc ça a permis de soulever bon nombre de questions et un intérêt croissant pour ce psychotrope ou cette plante ou l'esprit de la plante, tout dépend de qui parle, et pour l'occidental donc de vouloir expérimenter.
Normalement, si c'est un tant soit peu bien fait, que le chaman un tant soit peu sérieux, il y a une diète pour préparer à la cérémonie. Ouais. Alors, j'aimerais que tu nous parles de ce qu'implique cette diète, le pourquoi, du comment, sachant que, en fait, quand on parle de diète, de diéter une plante, c'est pas uniquement en lien ou en rapport avec l'ayahuasca, ça peut être avec tout type de plante, notamment certaines spécifiques qu'on appelle enseignantes. Ouais. Enfin, tu vas nous expliquer tout ça, mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce lien ou de ce rapport avec la diète. Alors dans les plantes en Amazonie, il y a une forme de hiérarchie, quoi. On a les plantes qui soignent simplement, et puis les plantes enseignantes. Et dans les plantes enseignantes, on va avoir des hiérarchies aussi différentes. Il y a des plantes enseignantes, comme par exemple la rosacha, donc l'ail sauvage dont je te parlais tout à l'heure, qui ne sont pas antéogènes, qui ne vont pas provoquer d'hallucinations. Et généralement, elles ne sont pas considérées comme celles qui sont sur les hiérarchies les plus hautes. Dans les hiérarchies les plus hautes, on va trouver le tabac, on va trouver l'ayahuasca, on va trouver le cannabis, qui est très peu utilisé dans les traditions péruviennes, qui peut se retrouver dans certaines traditions colombiennes, et qui est je disais tout à l'heure, utilisé chez les Toubous. Et là encore, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il y a autant d'écoles que quasiment de chamans, en fait. Mais moi, en tout cas, comme je l'ai appris et comme je l'ai pratiqué, avant d'utiliser ces plantes entéogènes puissantes qui induisent des visions, on va nettoyer le corps, on va nettoyer l'esprit par des purges, donc pour nettoyer le corps, et aussi par des ascèses pour nettoyer l'esprit. Et par exemple, dans les 4 grands interdits qu'on retrouve, qui sont des interdits à ne pas transgresser, il va y avoir d'une, la consommation de drogue ou d'alcool, exclu. Durant la diète. Déjà parce que très grosse contre-indication et puis conflit avec l'esprit des plantes. Il va y avoir l'ascèse sexuelle, et pas par valeur morale, mais par valeur énergétique. Voilà. Pour différentes raisons, notamment on considère que dans les espaces où se passe la cérémonie, quand on est dans nos visions, donc dans les mondes invisibles, on va être au contact des esprits, et il y a certains esprits qui sont très sensibles aux odeurs subtiles, et l'odeur du sexe est pas considérée comme une odeur plaisante pour ces esprits-là. Voilà. Bon, après, c'est à explorer tout ça, parce que la sexualité c'est un très gros sujet, très, très compliqué d'accès, enfin bref. Je disais donc l'alcool, les drogues, le sexe, le porc, pareil, c'est pas une valeur morale, mais clairement énergétique. Et pour le coup, quand on le sait pas et qu'on en fait l'expérience, on comprend vite après. Voilà, c'est pas une contre-indication celle-ci qui peut induire des dangers de vie ou de mort, à moins qu'on mange un porc entier avant d'y aller exprès pour. Mais enfin voilà. Mais voilà, ça vient vraiment. Pareil, parasiter notre corps. Alors déjà, il y a l'aspect chimique pur et dur, donc la viande de porc étant une viande très toxinée, au même titre que le canard ou que toutes les viandes qui n'ont pas les moyens d'évacuer leurs toxines par la sueur. Et donc ça va induire une purge très désagréable physiquement. Mais en plus de ça, on considère le porc comme la poubelle du monde, la poubelle énergétique du monde, ce qui n'est pas une tâche ingrate, hein, clairement pour le porc c'est ingrat, mais je veux dire c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une valeur, il n'y a pas de jugement à poser là-dessus, mais clairement il se nourrit et il transmute tout ce qui est sale, donc même énergétiquement. Donc voilà, c'est pareil, on va se retrouver au contact de choses. Voilà, j'ai eu à traverser du coup des visions de cannibalisme assez désagréable à vivre, qui traverse nos visions quand on est dans ces cérémonies-là, et c'est pas agréable, quoi. Voilà, c'est pas agréable, ça vient parasiter le reste du travail qui se fait. Et alors je disais, il y a 4 grands interdits. Oui, en fait, je sépare alcool et drogue quand je dis 4, donc en fait 3 grands interdits. Voilà. Possiblement que j'en oublie, ça fait 2 ans que j'ai pas repratiqué, donc je me suis un peu laissé tranquille. D'accord. Donc, tu nous dis que la diète aussi est un préambule pour, entre guillemets, nettoyer le corps. Ouais. Donc, c'est on va dire une première purge pour pouvoir accueillir la plante au final. Donc, alors, la purge peut durer. Alors, il y a aussi peut-être le sel. Oui, alors ça, voilà, c'est tous les aspects entre guillemets où cuit, pas cuit. C'est ça. On préfère clairement pour maximiser le bien-être pendant la cérémonie, éviter tout ce qui va être oignon, ail, sel, toutes les épices fortes, tout ce qui aussi a valeur dans les mondes magiques de couper les effets. On va éviter de manger trop de viande, on va éviter de manger des viandes trop toxinées. Donc je parlais du porc, qui est clairement un interdit. Le sel, c'est pas interdit, mais effectivement
c'est mieux de pas le prendre. Voilà, mais après, bon, encore une fois, ça dépend des chamans, et j'ai rencontré des chamans qui demandaient aucune diète, ce qui est très questionnable. Mais voilà, ils le faisaient, quoi. Dans les écoles colombiennes, il y a très peu d'interdits. Hein. Voilà, on vient à la cérémonie comme on est, on purge tout ce qu'on peut, on passe de très sales quarts d'heure, et tous ensemble en chantant autour du feu, et puis voilà, ça fonctionne. Il y a vraiment... bon, il faut de toute façon que chacun se renseigne avant de faire quoi que ce soit, ça c'est primordial, parce que par contre, il y a clairement des enjeux de vie ou de mort sur certaines interactions, notamment avec tout ce qui va être antidépresseur, donc les médicaments forts qui viennent toucher le système hormonal. Il vaut mieux oublier stricto sensus de faire une cérémonie pour ça. Il y a des cas avérés de décès auprès des chamans. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que ça a été interdit en France, parce que cocaïne, je crois, en même temps. Ouais, voilà. Toutes les drogues dures, ça on oublie. De toute façon, on oublie dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Bon, c'est compliqué, c'est un chemin, hein, je comprends. Mais voilà, en tout cas, pas d'interaction entre ces plantes-là. Et tout ce qui va être médicament fort, tout ce qui va être en fait amplificateur de la monoamide oxydase et de la DMT, de la diméthyltryptamine. On retrouve du coup par exemple le millepertuis, voilà, on oublie. Il y a de l'IMAO à l'intérieur, donc l'inhibiteur de monoamide oxydase, la monoamide oxydase qui empêche la diméthyltryptamine d'être bien captée. Enfin, voilà, c'est peut-être pas exactement comme ça chimiquement parlant, je suis pas chimiste, mais voilà, c'est l'idée. Alors lorsque on parle de la diète, encore une fois, avant la cérémonie, est-ce que ce sont des diètes d'une journée, de 3, 4 jours, une semaine, 10 jours avant qu'il y ait la cérémonie avec l'ayahuasca, ou c'est peut-être une diète qui va s'étaler, je vais donner un exemple simple, hein, sur 10 jours, et que tout au long des 10 jours, fin de journée arrive, et on va prendre un peu d'ayahuasca tout au long des 10 jours avec cette diète dont on parle. Comment est-ce que tu l'as pratiquée? Est-ce que ça varie en fonction peut-être des pays? Parce que tu nous parles de la Colombie, tu nous parles du Pérou, donc... Ouais, donc voilà, ça varie en fonction des pays, ça varie en fonction des praticiens. Voilà, nous, comme on fonctionnait, c'était une semaine avant, régime strict, donc pas de sel, pas de sucre, pas rien de tout ça, les grands interdits que j'ai cités plus tôt, et vraiment pendant une semaine avant. Après, il y avait donc le temps de la diète, qui pouvait durer d'une semaine à un mois. Donc quand je parle vraiment de la diète d'une semaine ou un mois, c'est l'isolement en forêt avec chaque jour une plante, pas nécessairement l'ayahuasca, mais chaque jour une plante qui nous est apportée. Et ensuite, quand on sortait de ces diètes particulières qui étaient des diètes de profondeur, des diètes d'apprentissage, des diètes qui demandent beaucoup plus derrière d'investissement qu'une simple rencontre, une simple cérémonie, parce que voilà, comme tu disais, au Pérou on appelle ça une purge, donc parfois ils font une cérémonie, un soir, voilà. Après ces grosses diètes-là, il y avait un mois de post-diète, avec sensiblement les mêmes interdictions. Voilà, donc pas de sucre, pas de sel, rien. De manger très, très sain, très épuré, quoi. Et donc je parlais des cérémonies qui se passent sur une nuit, et généralement après ces cérémonies qui se passent sur une nuit, parce qu'on proposait ça aussi, il y avait des... Alors ça reste profond, hein, mais c'est pas le même travail de profondeur qu'une diète d'isolement. Après ça, on demandait une semaine après coup. Et le risque étant, si clairement vous repreniez une drogue dure après une cérémonie, voilà, des grosses interactions risquées pour la santé, très, très clairement. Et si après, éventuellement, vous cassiez votre diète dans un rapport sexuel ou autre, des entre guillemets parasitages de votre travail spirituel, plus derrière de votre énergie. Il y a des livres très intéressants hein, qui retracent un peu le parcours avec l'ayahuasca, notamment celui de Yves Duc. Alors je me rappelle plus le titre exact, je vais certainement l'écorcher, mais je crois que c'est du tigre à l'anaconda. Où voilà, il parle par exemple de ses cassages de diète, il explique ce qu'il a vécu, parce que bon après ça arrive en fait que certains points de la diète ne soient pas respectés et que derrière on ait un retour. Et ça fait partie parfois du jeu. Encore une fois, pas jouer avec le feu sur ces notions-là, notamment avec les très gros interdits. Hein. Jamais tenter de reprendre une drogue dure après une cérémonie, quoi. Voilà, donc, ce que tu es en train de dire d'une certaine manière, c'est que donc plantes soignantes, plantes maîtresses, que ces plantes ont, on va dire,
enseignante dans le sens où, quelque part, il s'agit de se réapproprier son pouvoir en lien avec le pouvoir de la plante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'agit de poser un cadre ou des limites, parce que cette dernière peut nous séduire, nous emmener dans des endroits de nous-mêmes qui seraient de prime abord très jolis, très beaux, etc. Mais en même temps, il y a le retour de l'énergie, le flash, enfin pas le feedback, il y a un prix à payer. À toucher, entre guillemets, certains endroits que l'être humain, de prime abord, ne touche pas en temps ordinaire. Quand on parle de ces plantes enseignantes, et tu nous parles en même temps, dans tes propos, qu'il peut y avoir des conflits, entre guillemets. Alors quand je dis conflits, c'est-à-dire que pour celui qui, en tant qu'occidental, a beaucoup consommé, par exemple, de la bœuf, et que, en partant, imaginons au Pérou, il consomme de l'ayahuasca, ces deux plantes étant des plantes enseignantes, quelque part, on va dire, attends, non, celui-là, lui, là, il est à moi, on n'y touche pas. C'est ça. Et ça peut tirailler. Alors, donc, on en revient sur cette notion de pouvoir, puisque dit enseignant, donc le sachant, là aussi, pouvoir sur l'autre, et que le monde, entre guillemets, des chamans, ou du chamanisme au sens large, c'est des sorciers, c'est des luttes de pouvoir, et qu'il y a des batailles dans le visible et l'invisible. Donc, pas forcément évident, c'est non pas tant une souricière, cette histoire, mais il faut avoir quand même conscience de ce qui s'y joue, de ce qui s'y trame, au cas où, en fonction des, on va dire... c'est mieux en tout cas. Mais effectivement, moi quand je te l'exprimais, quand j'y pars un peu fleur au fusil, j'ai pas conscience de tout ça et je le découvre. Donc on parlait de la notion de pouvoir qui est très présente dans toutes les strates de ces plantes-là. Et moi ce que j'ai vraiment reçu dans mon apprentissage et que aujourd'hui je commence à vraiment pouvoir marcher, c'est cette notion de ce pouvoir-là n'est pas fait pour être détenu. Voilà. Et les plantes maîtresses forcent à l'humilité et pendant un temps elles nous enseignent donc à baisser la tête pour les respecter. Et arrive un moment donné où en fait elles nous enseignent aussi, et souvent à notre détriment, comme par exemple avec le cannabis, à reprendre pleinement notre espace, en disant ici je redresse le menton et c'est chez moi. Et dans l'amour, quoi, et vraiment dans cette idée de je ne t'exclus pas, mais ici c'est chez moi, c'est comme ça. Voilà, ça c'est des notions qu'on retrouve aussi dans les accompagnements, dans les liens de entre guillemets patient à médecin ou de consultant à thérapeute. Voilà, c'est la même chose qui se passe en fait dans les relations humaines. Voilà, donc il y a vraiment pour moi c'est ça l'apprentissage profond et clé de ces plantes, c'est d'apprendre à reprendre une place juste vis-à-vis du pouvoir et de ne pas être dans une détention mais dans un canal. On ouvre un espace qui permet au pouvoir de passer. Mais c'est tout. Il ne faut pas qu'il s'arrête. C'est ça. Donc humilité, tout ça c'est un travail de désidentification à l'ego, etc. D'où justement le fait qu'elle nous enseigne par rapport à ça. En même temps, certaines plantes, puisque tu parlais par exemple du tabac, on peut parler du chanvre, ou en tout cas de la bœuf et autres, elles n'ont pas forcément le même effet, mais comme tu l'as dit, elles ouvrent des espaces. Et dès le moment où elles ouvrent des espaces, chez nous en tant qu'être humain, c'est-à-dire qu'elles nous ouvrent des portes dont habituellement ces portes restent fermées. Et qu'on peut se perdre dans ces portes, enfin une fois que les portes sont ouvertes, on peut se perdre. Et non seulement on peut se perdre, alors ouvrir des portes de prime abord, certains diraient c'est super. Encore faut-il savoir les refermer. Et c'est peut-être ça qui est le plus compliqué, c'est que l'être humain, dans le côté insouciant qu'il caractérise, aime bien jouer avec des nouveaux outils, mais par contre, assumer les dégâts potentiels occasionnés par ces outils, ça, on ne sait pas comment faire. Complètement. Et ce qui est important dans ce que je suis en train de mentionner, parce que j'aimerais que tu puisses nous en parler, c'est d'ouvrir ces champs et ces portes au point de laisser d'autres entités qu'on n'avait pas appelé, mais on a laissé la porte ouverte et on ne sait pas la refermer, qui viennent et qui disent « Oh, il y a un bel hôte là qui est là et qui va peut-être pouvoir me donner de la nourriture. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces espaces-là. Ah ouais, c'est une vaste question ça, mais déjà, de ces entités,
Il y en a des tailles d'état différentes et variées. En fait, vraiment, pour entrer là-dedans, il y a vraiment cette notion de... On s'attend à trouver des mondes magnifiques, et c'est vrai, il y a de ça, mais il ne faut pas oublier que ces mondes invisibles et ces mondes spirituels ne sont qu'à l'image de ce qu'on vit aussi dans le monde humain, voire parfois de façon décuplée. Donc tout ce qu'il y a de plus beau, c'est décuplé, mais tout ce qu'il y a de pire est décuplé. Donc, on parlait des sorciers, on parlait des luttes de pouvoir, on parle de ces fameuses entités là maintenant tout de suite. Et effectivement, quand on ouvre des portes, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière ces portes, on ne sait jamais. Les maîtres qui ont assez parcouru connaissent les portes qu'ils ont parcourues, ils ont dû les traverser, et ils sont en mesure de dire ce qu'il y avait derrière leur porte à eux. Ils sont en mesure de pressentir éventuellement ce qui peut se trouver derrière les portes de ceux qui viennent à leur contact, mais jamais ils ne le sauront. Voilà, jamais ils ne le sauront. Alors, après, voilà, hein, il y a une très grosse différence de niveau entre un chaman péruvien venant d'une tribu et puis un chaman, entre guillemets, métis ou occidental qui commence ses premiers pas là-bas, quoi. Mais du coup, oui, en ouvrant ces portes, souvent, on rentre dans des mondes, et dans ces mondes-là, qui sont habités par des entités diverses et variées, on attire l'attention et on peut servir effectivement de nourriture, quoi. Alors ça peut être très anodin, comme des parasites qui viennent se nourrir de nos émotions, et puis nous on traverse quelque chose de pas facile qui nous fait remonter de la colère, et donc ça s'agglutine autour de nous, et puis voilà, il faut traverser ça, il faut apprendre à justement naviguer cette colère, apprendre à justement réhabiter son espace pour empêcher ces entités-là de se nourrir de cette énergie-là. De squatter. Voilà, de squatter, clairement. Après, voilà, moi j'ai aussi évolué sur mon regard à tout ça, parce qu'au départ, dans les mondes du chamanisme amazonien, il y a cette idée d'aller chasser le démon, aller bannir ces entités, aller nettoyer, et ce qui est à sa place, ce qu'on fait avec les purges, avec le tabac, avec etc., plein d'autres plantes. Et il y a une autre vision qui est venue compléter celle-là, chez moi, c'est cette notion de ces entités-là. Si je sors de mon identification en tant qu'humain, qu'est-ce qu'elles ont de malveillant ou de bienveillant? Tout ce qu'elles font, c'est être à leur place. Voilà. Et donc il faut simplement reprendre sa place à soi pour que ces entités s'en aillent, quoi, tout simplement. Donc elles viennent aussi participer à ça, hein. C'est aussi malheureusement par la douleur, mais c'est un apprentissage, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Donc voilà, effectivement, ces plantes, elles permettent à plus forte raison, puisque c'est des accélérateurs, elles permettent à plus forte raison ce genre de procédé, donc d'être vulnérable à des entités et de se laisser parasiter par ces entités. Mais ça serait aussi possible sans, hein. C'est juste pas sur les mêmes échelles de temps et d'intensité, quoi. Lorsqu'on... alors j'ai pu voir, alors je pense que c'est à travers le film de Yann Kounen, me semble-t-il, Autre Monde, quand les scientifiques européens ont découvert l'ayahuasca, et notamment les différentes tribus, et là c'est en lien avec les Indiens Shipibo, on leur a posé la question, mais qui vous a dit, parce que l'Amazonie, je ne sais pas combien de milliers de plantes différentes, et que l'ayahuasca c'est l'association d'une liane et d'une plante, et que c'est uniquement cette association qui donne, on va dire, la caractéristique qu'est l'ayahuasca d'être un psychotrope. Et donc les scientifiques occidentaux ont demandé aux Indiens, mais qui vous a dit qu'il fallait associer telle plante avec telle plante pour avoir cet effet-là? Parce que c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin pour trouver la solution ou l'association des deux. Enfin, et très bizarre, j'allais dire, que la réponse des Indiens Shipibo de dire, mais c'est les plantes qui nous l'ont dit. Alors... Et c'est là où on en vient peut-être un peu plus vers ta pratique petit à petit. C'est-à-dire que là, on se rend compte, potentiellement, parce qu'avec l'esprit cartésien qui nous anime, ça peut être compliqué de se dire que les plantes peuvent communiquer avec nous. Or, les fameuses diètes dont on a parlé, quand on ingurgite uniquement qu'une catégorie de plantes, à un moment donné, à travers peut-être nos songes, nos rêves et autres, il se passe des choses. Et qu'il y a une communication. Et qu'on se rende compte que la plante est vivante, qu'on peut parler, échanger avec elle. Comment s'est passé ces endroits-là avec les plantes, avec ces plantes diverses et variées? En tout cas, si je puis dire, parce que peut-être que la transition n'est pas assez bien spécifiée à travers nos propos, notre échange, Simon, c'est de savoir qu'entre les bouquins que tu as lus, Castaneda, etc., ou Le Monde chamanique, Le Retour du sacré sur la consommation du cannabis, bon, ok, mais
ça reste de la théorie. Ouais. On reste dans, je veux bien considérer que la plante a un esprit. Je veux bien essayer de lui parler, ok, mais on n'en a pas, on va dire, l'expérience. Or, dès le moment où tu pars en Amérique du Sud, là, pour le coup, ça potentiellement, parce que c'est différent pour chacun des expérienceurs, mais on peut avoir cette connexion à cette communication. Donc, quand tu l'as expérimenté peut-être là ou les premières fois, comment ça s'est passé, le fait que tu réalises ça? Alors déjà, il y a vraiment un truc, c'est cette facilité de communication avec les plantes qu'on retrouve chez les chamans et les tribus se perd. Et c'est pour ça qu'on va chercher ça là-bas, nous, occidentaux, parce que c'était aussi présent chez nous, hein, les druides et tout, etc., c'était ça. Et donc quand j'arrive là-bas, moi, j'ai pas encore accès à ça. Hein. J'ai des intuitions. Effectivement, quand je fume le cannabis, je sens que ça ouvre des espaces de conscience et de réflexion qui sont pas les mêmes que d'habitude. Mais j'ai pas encore cette notion de mais c'est le cannabis qui me parle. Et là où expriment les chamans la notion de moi, c'est les plantes qui me l'ont dit. Eux, pour eux, c'est stricto sensus. Là, comme toi et moi, on discute, quoi. Et moi, j'ai pas expériencé ça du tout, dans le sens où déjà, bon, c'est des plantes qui donnent des visions et j'ai pas de vision. Donc je suis très frustré de ça, mais en fait ça ouvre d'autres espaces d'exploration. Et ensuite, les premiers temps, je recherche ce dialogue direct avec les plantes. Et à chaque fois, il m'est donné sous d'autres formes. Dans mon monde spirituel, moi j'ai vraiment des archétypes qui me plaisent beaucoup. C'est l'archétype, par exemple, de l'aveugle, avec cette notion de c'est en étant aveugle qu'on voit le mieux. Et en fait, là, je suis privé du rapport direct au dialogue avec les plantes. Et pour autant, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un échange qui se passe, et j'arriverai pas à mettre des mots dessus, c'est pas possible. J'ai mon esprit cartésien qui est pas en mesure de le faire. Et avec le temps, avec du coup forcément des sens qui s'aiguisent au contact de ces plantes-là, rentre une nouvelle forme de communication dont je ne peux pas me saisir intellectuellement. Et c'est là que c'est magnifique. Et j'ai eu à expérimenter du coup des moments de grâce où je me retrouve par exemple sous un arbre à poser ma tête contre et où je me sens baigné comme s'il venait poser sa main. Et j'ai vraiment cette sensation-là d'une main posée sur moi et je me sens balayé de son énergie et je sens qu'il y a un message profond, j'ai envie de dire secret, et à tel point que j'arrive même pas à le décrypter, mais qui vient s'inscrire dans mes cellules. Et après, voilà, il y a des petites choses aussi où, des fois, dans un rêve, je vais avoir une information de comment on utilise telle plante, et ça va me revenir dans la journée, et puis, ah oui, d'accord, ok, c'est comme ça qu'on s'en sert. Et après, il va y avoir beaucoup, en fait, dans le domaine de l'intuition, qui est en fait très lié à l'imaginaire, hein, comme, pareil, encore une fois, Romuald, si tu nous entends. Bref, et du coup, il y a vraiment tous ces espaces-là qui sont nourris de plus en plus, et qui, pour moi, sont plus présents dans les peuplades autochtones qui n'ont pas été coupés de la terre, voilà, que chez nous occidentaux, quoi. Et ouais, je me souviens une fois où après avoir fait une cérémonie, me vient l'idée d'un soin, alors évidemment très influencé aussi par mes lectures entre autres, avec l'ortie où on fouette le corps entier. Et à l'époque je savais pas que ça se faisait, et ça se fait en Colombie beaucoup avec des orties qui ont des épines comme ça. C'est génial. Elles sont pas aussi urticantes que les nôtres. Mais voilà, pour l'avoir expérimenté, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et me vient cette idée-là de fouetter le corps entier avec ces orties pour aller chasser énergétiquement les scories, les parasites, les choses comme ça. Et derrière, de tout de suite prendre un bain avec dedans de la lavande et puis de la racine de cette ortie, quoi. Et à l'époque, j'ai très peu de notions en herboristerie, pure et dure. Donc on commençait à faire le pont, on va peut-être continuer à le faire. Mais à l'époque, voilà, moi j'ai pas de formation à l'herboristerie, je connais pas le monde des plantes de chez nous, de leur façon d'interagir. Et à l'époque, j'ignore totalement que dans l'ortie, dans la racine d'ortie, il y a l'antidote au venin qui est dans les aiguilles de la partie aérienne. Et voilà, j'ai cette information-là qui me vient. Et pour moi, à l'époque, il est très clair que ça surgit d'un espace inconscient grâce à l'aide des plantes, et que c'est comme si ces plantes venaient me dire ah bah bonjour, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Voilà, j'ai cette notion-là. Et après, il y a vraiment cette idée de on a perdu ça, aujourd'hui on doit réapprendre. C'est comme si on était des enfants qui se remettaient à parler cette langue-là, alors que en face de nous, on a des vieux qui, eux, connaissent ce langage, ce patois, et qui le parlent couramment, et pour qui il n'y a aucun secret, quoi. Alors c'est ce qui est génial quand on fait d'autant plus cette expérimentation, c'est que en poussant la pensée, la réflexion, on se dit mais
si je peux communiquer avec des plantes pour des soins X, Y, Z, qu'est-ce qu'il en est des plantes que je consomme dans mon assiette? Ouais, ça c'est... Dans quelle mesure ça a changé ton rapport à l'alimentation? Bah du tout au tout, vraiment du tout au tout quoi. Moi c'est un des plans que j'aimerais justement un peu plus aborder. J'ai envie de vraiment réemmener toutes ces notions de médicinal et donc de spirituel dans tous les plans de nos rapports aux plantes et dans la nourriture. On délaisse beaucoup trop la vertu des plantes qu'on utilise. J'ai envie de citer le chou, qui est en fait une plante médicinale extraordinaire. Les anciens de nos campagnes savaient s'en servir, quoi. On se sert de la feuille du chou pour arrêter la lactation chez les femmes enceintes. C'est vraiment voilà, c'est un usage médicinal du chou. Le chou étant carminatif, quand on le mange, le chou qui fait soi-disant péter, en fait, il aide à la fois évacuer ses gaz et à les balayer, quoi, enfin à les enlever, quoi. Voilà, le brocoli qui a une très forte teneur en fer, enfin, tout ça en fait, c'est des choses qu'on oublie parce qu'on se dit on les achète, on les mange, c'est pour nous nourrir. Mais quand on se nourrit finalement, le fameux proverbe, alors qui est je crois pas exactement formulé comme ça, mais voilà, c'est que ta nourriture soit ton seul médicament, qu'on attribue à Hippocrate. Ouais, Paracelse. Mais ouais, peut-être Paracelse aussi, je sais pas. En tout cas voilà, Paracelse, très très forte influence aussi, très très grosse approche des plantes qu'on pourrait approcher aussi de la façon qu'ont les Amazoniens de le faire, quoi. Enfin, les chamans en tout cas, très très spirituel, très très symbolique. Voilà, donc moi dans la nourriture, pendant un temps j'ai même fait une très grosse transition où à l'époque moi dans mon éducation c'est viande matin, midi et soir, quoi. Voilà, très jeune, moi c'est ça mon rythme de vie, c'est mon père qui nous enseigne comment manger, c'est ça que je fais, quoi. Et arrive ma rencontre avec donc l'ayahuasca et puis donc du coup des diètes. Et puis d'un coup, hop, j'essaye un autre mode de fonctionnement, et puis je me mets à devenir végétarien, je mange plus de viande, et puis je me sens bien, et je trouve ça chouette, et puis ça nourrit autre chose, et puis je me sens moins ballonné, et puis j'ai moins de problèmes. Je me suis remis à manger un peu de viande, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aujourd'hui, voilà, je reprends une autre route avec ça, mais j'en mange beaucoup moins. J'ai aussi du coup approché des notions alors qui se perdent malheureusement parce que on a une influence sur ces peuples, nous en tant que colons, et pas d'autre mot, qui fait que ces savoirs ancestraux se dégradent, mais je réapproche cette notion de notre animal frère. Si on le mange, il y a quand même quelque chose qui se passe, et qu'on mange pas seulement de la viande, on mange une vie. Hein, c'est pas rien. On n'entend peut-être pas le cri de la carotte, mais il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ouais, ça aussi, oui. Ouais, dans tout ça, quoi. Il y a cette idée de profond respect pour ces mondes qui est ancrée dans les traditions tribales, quoi. Avec cette idée de le monde végétal et le monde animal sont nos frères, et on leur doit le respect, et on est en plus de ça, on est les petits frères, quoi. Eux savent mieux que nous. Ils sont sur Terre depuis plus longtemps que nous, de toute façon, donc ils ont des durées de vie qui peuvent être largement supérieures à celles d'un homme. Ouais, c'est ça. Et voilà, moi c'est vraiment ce truc-là mais même quand on mange, en fait, on est en train d'utiliser des plantes médicinales. Toutes les plantes, pour moi, toutes les plantes sont médicinales. Certaines à haute dose, certaines à faible dose, mais il n'y a aucune plante qui n'ait pas de vertu, ou en tout cas d'action. Alors c'est sûr qu'après, bon voilà, il y en a qui nous conviennent mieux que d'autres, mais pour moi c'est ça, quoi. Toutes les plantes sont médicinales. Alors, combien de temps tu as suivi ton ami à faire des allers-retours entre la France, l'Amérique du Sud, revenir Donc j'ai fait ça de mes 21 ans jusqu'à là il y a 2 ans, donc pendant 5 ans. Donc très intéressant. Qu'est-ce que tu retires maintenant là, avec le recul de ces 5 années Qu'est-ce qui d'après toi a été l'enseignement ou les enseignements les plus importants? Le plus important de tout, c'est celui que j'ai reçu en toute fin de tout ça, et c'est de revenir à du concret et du matériel, et que ces mondes invisibles ont leur place, que effectivement je vais continuer à les explorer, mais que tout ça, toute cette exploration, elle est faite pour nous armer dans ce plan ici, maintenant. Voilà. C'est à ça que servent toutes
Voilà, quand on va en Amazonie, qu'on rencontre des vieux chamans de tribus qui nous expliquent qu'en fait, s'ils vont voyager dans ces mondes-là, c'est pas par plaisir, mais c'est pour aller trouver une solution pour leur tribu, on se rend compte que nous, occidentaux, qui arrivons là comme ça en se disant, bah tiens, ouais, trop chouette, je vais aller me mettre la tête en l'air. Le tourisme, on est un petit peu à côté, quoi. Et après, bon, moi je tape dessus maintenant, mais c'est vrai que qu'est-ce qui m'a lancé là-dedans, bah, c'est le tourisme spirituel. Hein. Mais voilà, ça a été ça, hein. Mon cheminement, c'est d'abord, ah tiens, je rencontre ces mondes-là, trop beau, ah non, c'est peut-être pas aussi beau que ça, ah oui, c'est peut-être plus contraignant que ce que je pensais, ah ça me fait grandir, mais en même temps c'est pas agréable, ah ok, pourquoi ça me fait grandir? Parce qu'il faut que je sois ici, quoi, et que j'ai ma place à prendre dans ma réalité du quotidien, c'est ça le plus important, quoi. Il y a des gens qui se perdent là-dedans. C'est ça que j'essayais un peu en début de discussion maladroitement d'inviter en disant il faut faire attention à ces mondes mystérieux, tout ça, c'est cette idée de mais ils servent ces mondes-là à revenir à quelque chose de concret, quoi. Voilà, ça peut. Elle est magnifique cette leçon que tu as appris, j'allais dire à toute fin, parce que si tu fais ce que tu fais aujourd'hui dans l'accompagnement à la personne, via l'utilisation des plantes en tant qu'herbaliste, c'est bien de ça dont on parle, quoi. Donc revenir à du concret, à redonner cette structure dont tu parlais dans ce monde, cet univers avec les lois qui régissent notre vie de tous les jours, aussi bien le corps que l'esprit. Donc alors, la question qui n'est pas forcément évidente, celle que j'ai au bout de la langue, c'est de savoir, comme je l'ai mentionné au tout début de l'émission, herboriste, en France, il n'y en a pas. Ouais. C'est interdit. Je ne sais pas depuis la date. Oui, alors tu vas nous dire les spécificités. Hein. Ouais. Il y a une date spécifique, je ne sais pas laquelle c'est. Je crois que c'est au milieu du XXe siècle, me semble-t-il, et encore, je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que tu nous dises comment t'es venu l'envie de travailler avec les plantes dans un cadre qui implique donc un statut qui respecte des lois, des conventions, etc. Quelle a été ta réflexion? Pourquoi tu l'as eu, la genèse? Alors, donc déjà, l'herboristerie, en fait, elle n'est pas interdite. Elle est juste plus présente. En gros, c'est en 1941, donc sous Pétain, qu'est supprimé pour la dernière fois le certificat d'herboriste. Avant ça, il y a une histoire aussi derrière tout ça qui est très intéressante. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, il y a donc un podcast de Christophe Bernard sur le sujet, avec pour inviter, donc je ne me rappelle plus son nom de famille, mais Rita, qui a écrit une thèse en fait sur ce sujet-là, de l'histoire de l'herboristerie à travers le temps. France Culture? Non, c'est le nom du podcast, c'est De Bonne Nature. Vous pouvez le trouver sur Spotify, sur Deezer, etc. Christophe Bernard, qui est une très grosse influence pour moi. Voilà. Donc du coup, en tant que tel, l'herboristerie, qu'est-ce que c'est? C'est la pratique des plantes médicinales, les connaître, savoir comment les transformer. Et ça, en fait, c'est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces plantes médicinales, il y a des législations autour, ça c'est vraiment assez typique de la France, qui installent un monopole pharmaceutique. Il y a une liste de plantes dites libérées, c'est des plantes qu'on peut acheter sans passer par la pharmacie. La preuve en est, quand on va en magasin bio, on vous vend du romarin, c'est tout à fait possible, quoi. Elles sont au nombre de plus ou moins 148, ça évolue. Et dans ces 148 plantes-là, en fait, tout le monde est en mesure de dire, bah tiens, si demain j'ai un rhume, je vais m'acheter du thym, quoi. Voilà. Ce qui est compliqué avec le domaine de l'herboristerie et de l'herbalisme, terme qu'on utilise aujourd'hui pour ne pas dire herboriste, c'est qu'en fait c'est tout à base de non-dits, c'est tout à base de flous légaux. Ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser autre chose que ces 148 plantes. Ce qui est clair aussi, c'est qu'on n'a pas le droit d'indiquer sur nos préparations on n'a pas le droit d'indiquer, par exemple, que ça soigne telle chose. C'est interdit, on n'a pas le droit de prescrire. On n'est pas censé dire les conséquences de l'ingurgitation, j'allais dire, de ces éléments, de ces plantes. En tout cas, on ne doit pas donner d'indication thérapeutique. C'est-à-dire qu'on peut dire c'est bon pour vos maux de ventre, mais on ne peut pas dire cette plante est carminative, elle va donc chasser vos gaz. Hein. Ça va servir à vous soigner de comment on appelle ça, quand on a des gaz. Oui, à part des pêches, je vois pas. Ouais, mince. Bon, c'est pas grave, ça m'en viendra, mais en tout cas, enfin voilà, si vous avez
je sais pas, une grippe, sur le flacon, on ne pourra pas lire que c'est bon pour la grippe. Ça, c'est interdit, quoi. Voilà. Il faut rester vague, et on est dans des produits qui sont des produits bien-être, et pas des produits de santé. Voilà. Ça, c'est le flou. Alors qu'en réalité, ce qu'il y a dedans, si vous allez en pharmacie, que vous demandez une teinture mère de romarin, c'est la même que vous allez acheter potentiellement dans un magasin bio, quoi. Voilà. Le pharmacien, lui, est habilité à vous donner des conseils santé. Et d'ailleurs, moi, j'invite toujours les personnes qui me consultent à se référer au pharmacien, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai quitté... Alors, tout ça, et c'est très bien expliqué dans le podcast que j'ai cité plus tôt, tout ça, c'est des jeux encore de pouvoir. Voilà. Entre les différents ordres, médecins, pharmaciens, à l'époque, qui étaient ce qu'on appelait des apothicaires, et donc les herboristes, etc. Et tout ça, ça a été des luttes entre ces castes pour un contrôle d'une pratique. Voilà, moi aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de sortir de ça. J'ai pas d'ennemis chez les médecins, j'ai pas d'ennemis chez les pharmaciens, et je comprends l'intérêt de protéger en fait la consommation de ces plantes-là, même si par exemple aujourd'hui vous pouvez acheter du millepertuis qui a des très grosses contre-indications, notamment avec les anticoagulants, et ça en fait il m'est arrivé à l'époque où je travaillais en magasin bio de rencontrer des gens qui me demandaient ces plantes-là sans connaître les contre-indications, et de leur dire mais attendez, parce que si vous prenez des anticoagulants actuellement, faut pas faire ça, quoi. C'est pas simple, ça va empêcher les anticoagulants de fonctionner normalement. Et cette plante-là est libre de vente, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter sans avoir de conseil. Et ça, c'est pas entre guillemets normal. Et en même temps, je suis pas pour qu'on les empêche à la vente. Hein. Je suis pas pour qu'on oblige le conseil. Moi, je suis pour l'éducation. Mais comme tu viens de le dire, c'est un flou général qui est entretenu par des luttes de pouvoir à ces différentes castes dont tu viens de parler, et ce qui dessert quelque part le législateur ou le consommateur sur le fait que finalement, vu qu'on reste dans un flou, on ne voit pas les liens de causalité ou des conséquences que cela pourra avoir, donc ça peut être potentiellement là aussi dangereux, contre-indicatif, mais vu que personne n'a envie de se mouiller parce qu'il y en a un qui a l'ascendant sur les autres, ça reste complexe cette histoire. Donc, alors herbaliste, ça c'est une chose. Comment dire ? Alors tu dis que ça a été interdit sous Pétain en 1941. Donc c'est pas interdit, en fait, ça a été le diplôme a été supprimé, donc on peut plus être herboriste. Alors, techniquement plus possible. C'est ça. Alors, oui et non. En France, c'est une chose, mais je sais par exemple qu'au Québec, c'est un corps de métier à part entière, qu'il y a des formations, et d'ailleurs on peut faire ça grâce à Internet, des formations à distance, etc., qui sont validées, etc. La question qui se pose, c'est dans quelle mesure est-ce que par la suite je peux pratiquer, entre guillemets, cette activité qui peut-être a été suivie d'une formation diplômante qui me permettrait d'avoir une certaine forme de légitimité. Mais en France, qu'est-ce qu'il en est ? En France, il en est que, par exemple, on peut ouvrir un magasin qui vend des plantes de la liste des plantes libérées et l'appeler l'herboristerie du coin de la rue, mais on a interdiction de l'appeler herboristerie. C'est en ça que c'est interdit, en fait. Mais il est possible d'aller se former dans ces grandes écoles au Canada, au Québec, en Suisse. Il y a encore des écoles. Moi, voilà, je suis les cours de l'école lyonnaise des plantes médicinales. Très bonne école. Donc, École française, donc. Oui, c'est ça. Et en fait, il délivre un certificat qui n'est pas reconnu par l'État, qui est le certificat d'herbaliste. Et en réalité, ils ont les mêmes cours que ces grandes écoles, qui sont des cours d'herborisme, d'herboristerie. Voilà. Donc, l'accès au savoir, de toute façon, n'est pas clos. C'est pas interdit de se former, c'est pas interdit d'apprendre la pratique de l'herboristerie, celle qui existe encore dans d'autres pays. En France, ce qui est interdit, c'est effectivement d'ouvrir une herboristerie et de ne marquer que herboristerie, parce que ce serait en fait réouvrir l'herboristerie en tant que telle. C'est tout à base de flou en fait juridique. Il n'y a que ça, parce que quelle est la différence entre un magasin qui s'appelle herboristerie et un magasin qui s'appelle herboristerie de la rue ? En fait, aucune. Il est interdit de vendre des plantes dans le magasin en question qui ne soient pas sur la liste des plantes non libérées. Bon, ça, ok.
il est interdit de prescrire des plantes, c'est-à-dire que quand une personne vient me voir en cabinet, j'ai pas le droit d'écrire je vous propose de prendre du romarin à tant de doses avec il n'y a que les médecins qui peuvent faire ça. C'est ça. Et par exemple, j'ai pas le droit non plus de diagnostiquer quand quelqu'un vient me voir et qu'il a un problème de santé, s'il n'est pas allé voir le médecin avant, j'ai pas le droit de lui dire ah bah ce que vous avez c'est une gastro, c'est interdit. Voilà. Après peut-être que c'est le cas. Et moi, de toute façon, ce que je fais, c'est que je conseille donc des plantes. Je lui conseille de noter lui-même, pour calmer vos nausées, potentiellement. Voilà, des recommandations. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, il y a vraiment cette notion, par exemple, d'aller donner des indications thérapeutiques à l'oral. Entre guillemets, tout le monde peut le faire, on n'est pas surveillé pour ça, mais c'est tendancieux, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Donc voilà. Alors c'est très intéressant que tu viennes nous en parler parce que de ce flou global, de nous montrer aussi que c'est pas interdit dès le moment où on joue avec les mots, ce qui est de l'hypocrisie, mais au moins voilà il n'y a pas de hors-la-loi et tu peux recommander des conseils par rapport à ça. Alors, tu nous parles de l'école de la formation que tu as suivie. Que je suis toujours, d'ailleurs. Que tu suis toujours. Combien de temps ça dure, potentiellement Alors, le cursus est de 3 ans. Voilà. Après, moi, j'aime à dire qu'en fait, ça dure toute une vie. Oui, on nous donne les cours qu'il faut, puis après, en fait, on continue d'explorer ad vitam aeternam. Et puis voilà, moi, donc, les plantes et moi, ça fait depuis donc, du coup 7 ans. Hein. J'ai commencé à m'intéresser aux plantes européennes avant d'entrer à l'école des plantes. J'ai une pile de bouquins. Voilà, c'est ta passion. C'est ça. Alors, j'aimerais que tu puisses nous expliquer certaines choses. Aujourd'hui, concernant des remèdes en lien avec les plantes, il y a donc des principes dits actifs. Déjà, notre alimentation, ça c'est au moins c'est très actif. Il y a des remèdes divers et variés, et il y a ce qui pourrait être qualifié de remèdes en lien avec l'homéopathie, à savoir les élixirs floraux, les huiles essentielles. Donc là, on a des principes actifs qui sont les huiles essentielles, avec les élixirs floraux, et puis dès le moment où on peut aborder l'homéopathie, donc la dilution là est assez extrême, où il n'y a aucun principe actif, mais on a la vibration énergétique, pourrait-on dire, de l'esprit de la plante. Et là, pour le coup, te concernant, t'en as fait toi l'expérience. Clairement. Et de surcroît, c'est pour ça que tu proposes la sylvothérapie, qui est... Alors tu vas nous dire tout ça, parce que, en fait, ce que j'entends dans ce que tu nous proposes, c'est de nous ouvrir au règne végétal, dans tous les sens du terme. De nous ouvrir à la relation, dans tous les domaines de la relation, quoi. À soi, donc au règne végétal, puis au vivant. La sylvothérapie, c'est ça. L'idée de la... Enfin, moi, ce que j'adore faire quand les gens viennent à mon contact et qu'on commence un bain de forêt, c'est de leur dire, mais en fait, sylvothérapie, c'est bien joli comme mot, mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On se balade en forêt, hein. Voilà, faut arrêter de faire des fonds. Et qu'est-ce qui va se passer, par contre, c'est que moi, je vais vous guider dans un monde qui est le mien, dans un monde poétique qui est le mien, quand j'ai des esprits cartésiens qui sont présents. Alors ça va peut-être me desservir de donner ma méthode, mais enfin voilà, quand j'ai des esprits cartésiens qui se présentent, je leur propose de rentrer dans un monde imaginaire, et on va explorer l'imaginaire. Donc on va imaginer qu'on est en contact avec ces esprits. Pour moi, c'est très concret. Pour certains, ça l'est pas. Et pour moi, c'est le principe présent, notamment dans l'homéopathie, même si, bon, je suis pas homéopathe et que les homéopathes en parlent encore mieux que moi, et que pour eux, il y a vraiment un aspect aussi d'interaction presque concrète et physique. Mais moi, en tout cas, c'est mon approche de cette idée de, même s'il n'y a pas la substance chimique ou le principe actif dans le mélange qu'on a fait, donc par exemple, quand je dilue une goutte de gémothérapie dans un verre d'eau, on n'a pas grand-chose dedans. Cependant, moi, c'est comme ça que je procède quand je vais donner à quelqu'un, avant un soin énergétique, quelque chose, quoi. Voilà. Passons, en tout cas, la sylvothérapie, c'est explorer ça dans encore autre chose que juste le fait de boire ou le fait de se soigner. C'est dans sa relation à ce qui nous entoure directement. Et ça, en fait, ça vient aussi, pour moi, de ma pratique au Pérou, quand j'allais cueillir les plantes pour les préparer. Là-bas, quand on va cueillir une plante pour la préparer, on lui demande la permission.
avant de l'accueillir, on lui souffle du tabac pour l'informer, pour la bénir, pour la remercier, pour la nourrir, spirituellement parlant, pour nourrir son esprit et pour l'apaiser, cet esprit. Et ensuite, on la récolte, avec un profond respect, évidemment, et on finit par offrir ce tabac au pied de la plante. Et voilà, moi, c'est ça que je ramène quand on va en sylvothérapie, il y a cette notion de, mais pour l'avoir expérimenté, c'est extrêmement riche, et c'est un moment encore plus, pour moi, plus riche que le moment où on boit cette plante. C'est une relation extrêmement fine quand on apprend à la reconnaître. Elle nous apporte, pour moi, quelque chose d'encore plus subtil que le fait de consommer cette plante. Et donc, quand je vais aussi en bain de forêt avec des gens, c'est à ça que j'essaye de les ouvrir, avec vraiment cette notion de relation, quoi. Voilà, de relation. Et j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment c'est là que s'exprime encore plus la relation, parce qu'il n'y a pas cette notion de je vais te prendre pour quelque chose. Non, c'est beau, juste pour le plaisir. C'est ça. Et bien sûr, derrière, on a du coup les bienfaits de tout ça, mais l'idée, c'est pas d'aller chercher ces bienfaits-là, c'est de les recevoir, en fait. Ouais, c'est vraiment ça, c'est d'être ouvert à recevoir, comme pour l'enseignement, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle proportion tu utilises justement, alors, puisque tu parles de la gémothérapie, l'utilisation des plantes, des principes actifs ou pas? Est-ce que tu es dans les élixirs floraux? Est-ce que tu utilises les huiles essentielles? Est-ce que tu utilises la plante en tant que telle? Par exemple, l'ail, enfin je le sais, donc est une plante maîtresse. Donc on peut effectivement l'utiliser, manger de l'ail. En plus, ça fait des miracles antiseptiques, antibiotiques, c'est incroyable. Dans quelle mesure est-ce que tu peux recommander justement des remèdes qui sont... alors, je ne sais pas en fonction de quoi tu les utilises. Qu'est-ce qui te parle? Où est-ce que tu emmènes en fonction de... J'allais dire, est-ce que tu aurais tendance, toi, à être plus en affinité avec des énergies relativement subtiles quand tu parles des fameux remèdes? J'entends par exemple les élixirs floraux dilués dans l'eau, où il y a très peu de principes actifs, ou au contraire tu vas utiliser des huiles essentielles. Et pourquoi l'un plus que l'autre? Ou peut-être que tu utilises les deux, mais en fonction de... C'est ça. Alors, comment tu fais? Dis-moi un petit peu ta... C'est vraiment du cas par cas. Quand une personne vient me voir avec une pathologie concrète, généralement, effectivement, là, on va aller jouer sur des principes actifs très présents, quoi. Hein, si quelqu'un vient me voir avec je sais pas, une angine, alors attention, quel type d'angine? Généralement, quand quelqu'un vient me voir avec un problème très concret, je demande à ce que le médecin l'ait vu avant. Ça, c'est, pour moi, déjà, c'est un garde-fou, pour commencer. Et puis, ça me permet d'être plus efficace dans mon suivi. Et aussi, notamment par exemple dans les angines bactériennes, il faut faire attention parce que ça peut partir en septicémie, quoi. Donc voilà, au moins on a derrière un suivi médical pour pas faire n'importe quoi. Mais dans ces cas-là, clairement, je vais pas juste proposer un peu de gémothérapie diluée dans une bouteille d'eau, quoi. Là, effectivement, on va aller prendre des infusions si ça convient à la personne. Il y a ça aussi, c'est que autant moi me faire des tisanes, j'adore ça, autant certaines personnes ont vraiment plus d'affinité avec les alcoolatures, plus d'affinité avec les huiles essentielles, et à ce moment-là j'adapte, parce que c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir sa petite fiole d'huile essentielle au quotidien avec soi, que son sachet de tisane et de se préparer sa tisane convenablement, quoi. Voilà. Donc en fonction de ça, en fonction de notre échange avec la personne, en fonction de son cas, si elle vient pour une recherche beaucoup plus spirituelle, on va pouvoir rester sur des choses très subtiles, et si elle vient sur quelque chose de très concret, on va aller évidemment traiter les symptômes, mais pas que, la cause aussi. Et à ce moment-là, j'utiliserai des plantes un peu plus concentrées ou des principes actifs un peu plus concentrés. Voilà. Tu nous parles... ouais. Dans quelle mesure est-ce que la personne est prête à accueillir? Alors, on en parlait juste avant de faire cette émission, donc toujours intéressant de pouvoir préciser. La plupart du temps, ceux qui viennent te voir, c'est parce qu'elles sont en demande. Ouais. Seulement, je connais mon mari, un tel, un ami, etc. Moi, il pourrait peut-être venir vous voir, ça pourrait être bien, parce que lui, sa problématique, c'est ça, etc. Donc, en fait, on envoie un ami te voir, mais on ne sait pas si l'ami en question, déjà lui, c'est pas lui qui a fait la demande. Ouais. On ne sait pas s'il est intéressé par ce genre de pratique ou d'approche. Ouais. Donc, comment ça se passe aussi vis-à-vis de ces personnes-là? Enfin, comment toi, tu te positionnes dans ce genre de circonstances? Justement, donc moi, je t'avais donné l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui vient me voir sur conseil de sa femme qui a pris rendez-vous pour lui.
et puis je me retrouve en face de quelqu'un qui attend des résultats concrets tout de suite et maintenant, et puis qui n'est pas du tout dans la dynamique de dire ok, ma pathologie, derrière il y a une cause, il y a peut-être un désordre émotionnel, il y a peut-être une explication qui mérite d'être regardée, quoi. Et à ce moment-là, je tâte le terrain et je me rends compte qu'il est fermé à tout ça, qu'en fait, lui, s'il est venu, c'est parce qu'il est venu, quoi. Et donc à ce moment-là, moi, ma position, et depuis cet apprentissage qui m'a été donné de faire en sortant du circuit de l'ayahuasca, quoi, ma position, c'est vraiment d'être le plus retiré possible. Alors, c'est assez paradoxal, parce que l'idée, c'est qu'on se place en accompagnant, en praticien, avec cette volonté d'ouvrir au bien-être chez les gens, et donc potentiellement d'essayer d'améliorer leur situation. Et en fait, moi, j'ai vraiment cette vision de... mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est que si la personne est ouverte, on va l'emmener sur son chemin d'autonomie. Ce qui est d'ailleurs très présent chez mes confrères aussi. Hein. Voilà, c'est un peu un tronc commun. Mais d'autant plus, quand je me heurte à ce genre de personnes, j'accepte de ne pas avoir les outils que j'aurais peut-être pu avoir, hein, pour aller dire « Ah non, mais attendez, bougez pas, il y a autre chose, il faut absolument que... » Non, j'accepte la situation qui est « Je ne peux rien d'autre pour toi que de te donner cette plante-là et de voir si ça marche. Et si ça marche pas, bah, j'accepte aussi ça, quoi. Ce sera ton chemin pour savoir où tu vas. Et si ça te convient pas, c'est tant mieux, entre guillemets, quoi. » Et derrière ça, il y a vraiment cette notion de « Mais en fait, la guérison, c'est top, on aimerait, mais c'est pas le plus important. » Et, du coup, je sais pas si ça répond exactement, mais vraiment, alors, d'après toi, ça serait quoi le plus important, alors? Bah, le plus important, c'est le chemin. C'est une fameuse phrase christique, mais voilà, c'est clairement ça pour moi. Quelqu'un qui vient me voir avec un eczéma et qui veut que je règle son eczéma, je vais faire de mon mieux, parce que j'ai à cœur d'être dans l'accompagnement, j'ai à cœur d'aider. Ma volonté la plus chère, c'est de voir cette personne-là se guérir de cet eczéma. Mais si elle vient avec juste cette envie-là de faire disparaître ses symptômes et qu'elle n'est pas prête à plonger en elle, je ne vais pas déclencher la plongée en elle. J'attends d'avoir le signe de cette personne-là, que ce soit juste de le faire. Pour résumer ça très simplement, je n'intruse pas, quoi. Il y a vraiment cette volonté d'être... j'ai une graine, je viens la poser contre la paroi. Si c'est ouvert, ça passera. Et sinon, bah, ça reste là, la graine tombe. Et peut-être que la personne la prendra et la fera guérir, quoi. La fera germer, pardon. Oui, on voit l'allusion. Ouais. Okay. Et voilà, moi c'est ça. Avec du coup derrière aussi des accompagnements que j'ai eu à faire, où je me retrouve entre guillemets face à mon impuissance, face à mon incapacité à être dans l'aide. Tout à l'heure on parlait de ça, il y avait cette notion de ouais, je me sens du coup en échec, je me sens incapable d'aider. Et moi ça me brasse, hein, parce que bah, évidemment j'ai acquis énormément de savoir, j'ai acquis énormément de théorie pour la mettre en pratique, et quand ça marche pas pratiquement, je suis là, mince. Mais je m'en remets en fait. Dans ces moments-là, j'accepte de ne pas être capable, parce que c'est ça pour moi le chemin, de mon côté. De dire, bah, c'est dans mon incapacité que je respecte l'espace de l'autre. Voilà. Lorsque donc tu reçois quelqu'un, alors comme on l'a dit au tout début de l'émission, ça peut être via Internet, Skype ou autre visio, pour pouvoir définir, on va dire, des conseils, voire un accompagnement. Et si j'entends bien tes propos, ces conseils, ils sont vraiment dans tout ce qui nous met en lien avec le monde végétal. Donc déjà d'une part, c'est des conseils qui peuvent être modestement en lien avec notre alimentation. Ouais, parce que le premier aliment, médicament, ouais. Voilà, ok. Ce qui ne fait pas de toi un naturopathe ou un nutritionniste, mais en tout cas, tu as la vision qui est celle qui est la tienne. Ouais, complètement. Et puis l'utilisation par la suite, alors, soit d'élixirs floraux, soit de remèdes que toi-même tu concoctes. Alors pour l'instant non, mais j'aimerais beaucoup. Et après, ouais. C'est là que c'est aussi assez compliqué, parce que légalement parlant, pour pouvoir proposer à la vente, puisque clairement je ne peux pas moi donner de remède à qui que ce soit, pour proposer à la vente, il faut passer par des laboratoires, il faut être avec un produit qui respecte une charte. Des normes. Ouais, ouais. C'est ça. Donc c'est un métier à part entière. Hein. Donc du coup, de ce côté-là, moi en fait, ce que je fais, c'est que je conseille, et derrière, on se tourne vers les pharmacies.
hein, parce que même les plantes libérées sont en vente en pharmacie. D'ailleurs, pour moi, le plus important, c'est ça, c'est la qualité thérapeutique du mélange, et clairement, en pharmacie, vous allez le trouver, ce qui n'est pas toujours le cas en magasin bio, même s'il y a aussi de très bons produits. Et pourtant, tu as travaillé dans un magasin bio. Ouais. Mais voilà, c'est... Non, mais c'est important de le préciser. Oui, complètement. Encore voilà, il fois, y a des très bonnes choses, les huiles essentielles, c'est top et tout, c'est super, hein, mais quand on cherche par exemple des plantes sèches, il faut qu'elles soient bien séchées, il faut qu'elles soient bien entretenues, il faut qu'elles soient ensuite bien entreposées, et tout ce parcours-là, parfois, n'est pas à la hauteur dans le commerce bio, parce que simplement c'est pas le but en fait. Dans ces commerces là on vend des plantes, des tisanes qui la plupart du temps sont des tisanes pour le goût, quoi. Alors après, hein, je dis pas, ça reste très bien, hein, mais voilà, si on veut clairement un très bon produit, oui, en passant par des officines, on a un peu plus de garantie, quoi. Voilà. Mais donc du coup, effectivement, oui, non, j'aurais à cœur de pouvoir préparer mes propres remèdes, et c'est à voir, mais c'est aussi tout un métier, quoi. Est-ce que dans l'idée de préparer tes propres remèdes, est-ce que tu as eu l'occasion de voir un petit peu les différentes approches, ce dont on est en train de parler, hein, sur le fait de préparer, à savoir qu'il peut y avoir donc utiliser, alors, je fais hard rock, donc en fonction de l'agriculture moderne. Ouais. Hein. Après, on pourrait parler d'agriculture dit raisonnée. Après, on a l'agriculture dit bio, qui est celle dont on parle, mais qui est en fait une étiquette, enfin c'est hyper compliqué, que des fois l'agriculture raisonnée peut être mieux que celle qui est avec l'étiquette bio, donc voilà. Ouais. Et puis il y a celle qui est de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui peut-être est celle qui est la plus complète, puisque ça prend en considération les astres, les cycles, etc., les contenants, les contenus, enfin tout y passe, tout est ciblé. Donc est-ce que tu as eu l'occasion de fouiller, de rechercher un petit peu Ouais, complètement. Après, dans ma démarche, il y a vraiment cette idée de vulgariser, donc d'être un vulgarisateur, et pour moi, un remède qui sera préparé de nos mains, avec le romarin qui aura poussé dans notre jardin, il n'y a pas meilleur, quoi. Et si on l'a fait nous-mêmes, encore plus, parce qu'il se charge de cette relation où on a pris le temps de travailler la plante, on a pris le temps de la cultiver, on a pris le temps de la récolter, on a pris le temps de tout ça, et tout ça, ça charge le remède, quoi. Enfin, pour moi, hein, symboliquement, c'est clairement ça. Donc effectivement, je me suis penché sur tous ces modes, hein, de toute façon, à partir du moment où on n'a pas un regard, nous, directement sur ce qui se passe, de la plantation jusqu'à la récolte et la transformation, on n'a aucune garantie de rien. Je suis tombé des nues en étant dans l'envers du décor du bio, et de me rendre compte que des marques comme Logona sont en fait des marques appartenant à L'Oréal, et donc du coup que le label bio évolue aussi en fonction du poids de ces grands lobbies, il n'y avait pas d'autre mot, et qu'effectivement de plus en plus le bio n'est plus ce qu'il était, quoi. Et c'est toujours mieux que d'acheter des légumes où clairement on sait qu'il y a du pesticide dedans, mais voilà, ça évolue sans cesse, et puis on a de moins en moins de garanties. L'idée derrière ça, c'est de dire, mais là aussi soyez responsables, là aussi soyez dans acteurs, et d'une, renseignez-vous, et surtout, plus important, faites vous-même tous ces remèdes, même si moi par exemple j'ai pas le droit de les préparer et de les vendre sans passer par le cahier des chartes, sans passer par etc., c'est pas interdit en fait de se préparer soi-même ses propres remèdes avec des méthodes très simples. D'ailleurs, je n'arrête pas de citer Christophe Bernard, hein, c'est un peu ma bible, mais voilà, lui c'est son travail, c'est de ramener les gens à ça. Il donne des formations, enfin il les fait payer, mais enfin c'est normal, des formations pour justement apprendre à préparer soi-même ses remèdes. Et moi, c'est ça, pour moi, la plus haute valeur de qualité, c'est ça. C'est un remède qu'on aura fait soi-même. Même s'il n'est pas optimum. Hein, il y a vraiment cette idée que, par exemple, pour une alcoolature, en règle générale, on est entre 60 degrés au niveau de l'alcool, 60 degrés et 90 degrés. Il y a différentes écoles là-dedans aussi. Il y en a qui considèrent que c'est 90 degrés, c'est comme ça, c'est extrême mieux. Peu importe. Mais dans les propos de Christophe Bernard, il y a souvent des moments, parce que l'alcool en question n'étant pas libre de vente en France, on n'y a pas accès. Ce qui est un peu, pour moi, une honte, mais c'est comme ça. Et il offre d'autres méthodes, comme d'utiliser des alcools forts en vente en magasin, donc des rhums à 55 degrés ou des choses comme ça, qui font quand même l'affaire, même si c'est pas optimum. Et ça, on le retrouve d'ailleurs avec, pareil, c'est un des ponts que je fais avec l'Amazonie, c'est que là-bas, concrètement, la galénique, c'est pas la même que chez nous. La galénique, c'est l'arbre préparé. Eux, là-bas, ils coupent l'arbre, ils mettent dans un seau d'eau tout à fait lambda, ils le laissent à l'air libre, et puis demain, c'est prêt, quoi.
Et pourtant, j'ai assisté du coup à des guérisons avec ça, quoi. Voilà, bien sûr, c'est comme pour la magie, la très haute magie, etc. Le protocole le plus pur possible, le plus codé possible, le plus élitiste possible, va donner de très très bons résultats, c'est génial. Mais pour moi, il n'y a rien de mieux que, en fait, si on l'a fait soi-même, quelque chose qu'on est capable de faire, quoi. De la magie simple, quoi. Donc de la préparation simple, en fait, hein, d'aller dans son jardin, cueillir son romarin, puis de mettre le romarin dans de l'eau et le faire chauffer, puis voilà, c'est chouette, quoi. Certains pourraient peut-être se poser la question... donc herbaliste, dans quelle mesure ça pourrait m'aider? Est-ce que tu peux par exemple nous citer différentes cas de figure qui seraient intéressants? Ouais. C'est-à-dire que on a des pathologies qui peuvent être très lourdes, on prend l'exemple un peu du cancer ou des maladies dites dégénératives, auto-immunes, etc. Est-ce que les remèdes que tu peux conseiller sont efficients, dans quelle proportion, de quoi? Alors tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, c'est au cas par cas, hein. Un rhume ou autre, enfin bref, quels sont ton champ d'action possible? Et là où toi-même tu as été étonné de l'impact peut-être que dans certains cas de figure. Ouais, alors toujours pareil, le premier critère c'est la législation. Donc quand une personne vient me voir avec un cancer, évidemment, comme tout accompagnant, même un membre de la famille, je peux l'accompagner. Mais en aucun cas, je ne reçois quelqu'un qui a une pathologie comme un cancer sans qu'il n'y ait de suivi médical derrière. Ça, c'est primordial. Si la personne refuse le suivi médical, je ne peux pas l'accompagner. Tout simplement parce que je me mets en danger. Voilà. Hein, c'est aussi simple que ça. Qu'on choisisse ou non de prendre une chimiothérapie, ça, c'est le patient qui décide, c'est pas moi. Voilà. Je n'incite en aucun cas à ne pas prendre ces chimiothérapies, c'est pas ma place. Voilà. Le médecin a son regard, et c'est le médecin qui mène tout ça. Donc, clairement, dans le cadre des cancers, parce que j'ai des personnes qui me contactent pour des cancers, je vais être limité par le bon vouloir du médecin, quoi. Et quand on a une collaboration possible, ce qui pour l'instant a toujours été le cas, je peux par exemple accompagner les chimiothérapies en donnant des plantes qui vont réduire les effets secondaires de la chimiothérapie, qui vont protéger l'organisme, qui vont aider aussi à d'épurer l'organisme, parce que c'est quand même quelque chose d'assez violent pour le corps, quoi. Et voilà, après, clairement... c'est toujours la même chose, il y a des plantes qui peuvent aider à la guérison. Cela dit, moi j'ai pas, encore une fois, légalement le droit de dire c'est ça qui va vous guérir. Donc voilà, moi, je propose des plantes qui sont pertinentes en fonction du cas présent, mais voilà, de toute façon, toujours dans le cadre légal, quoi. Après, si une personne qui vient me voir, qui a un rhume, vient me voir sans avoir consulté son médecin avant, bon, il n'y a pas trop de soucis, hein. D'ailleurs, c'est pas la peine de venir me voir, prenez du thym, quoi. Voilà. Et voilà, après, moi, c'est tout mon accompagnement, en fait, va au-delà des plantes, même si c'est le cœur de tout ça. Mon accompagnement, c'est avant tout vous considérer. Et donc, une personne qui vient me voir avec un cancer, l'accompagnement, il est aussi dans l'écoute. Quand une personne va voir son médecin, elle a une demi-heure, et c'est entre guillemets normal. Il voit des tas et des tas de monde, il y a de moins en moins de médecins, et puis c'est remboursé par la sécurité sociale, donc ils sont un peu pieds et poings liés eux aussi, quoi. Il y a très peu de médecins qui vont prendre sur eux de faire des séances d'1 heure, quoi. Moi, une personne qui vient me voir, eh ben, on passe le temps qu'il faut, quoi. Et il y a le temps de l'écoute, et il y a tout cet accompagnement autour de tout ça, avec toujours cette notion de, mais moi, ce que je fais, c'est m'inscrire dans la complémentarité de ce qui est déjà proposé. Voilà. Après, voilà, une personne qui n'est pas malade peut aussi venir me voir en me disant, bah tiens, oui, j'ai envie cet été, pour le printemps, j'ai envie de faire une cure détox. Qu'est-ce que je peux prendre? Et bah tiens, on va faire ça ensemble, et puis on va regarder ensemble comment ça réagit. Et ma position là-dedans, c'est que vous venez une fois le faire avec moi, et vous avez déjà une clé de comment vous pourrez le faire la prochaine fois sans moi. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Et au fur et à mesure d'amener l'autonomie. C'est là où arrivent potentiellement en complément les soins énergétiques? Alors les soins énergétiques, c'est surtout en complément des pathologies lourdes, hein, parce que une personne qui vient juste pour dépurer, souvent est déjà bien sur son chemin, quoi. Après, on peut venir sans être malade et faire des soins énergétiques, hein, parce que c'est toujours une introspection, et donc un voyage dans notre psyché, dans notre émotionnel, c'est super.
Mais voilà, par exemple, dans les cas de cancer, Romuald en parlait très bien dans sa vidéo, on parle d'absence dans certaines parties du corps. Et bon, de mon parcours, moi j'ai eu justement à accompagner des cas de cancer. Et du coup, on apportait des lectures symboliques de tout ça. Et souvent, ça fait sens. Et souvent, ça aide. Si ce n'est pas à guérir, c'est à accepter. Et voilà, tout à l'heure, on parlait des guérisons. Et je disais, s'il y a plus important que la guérison, il y a le chemin. Les plus beaux accompagnements que j'ai eu à faire ne se sont pas soldés par une guérison, quoi, du corps du moins. Et voilà, j'ai souvenir d'une femme qui était venue nous voir à l'époque où je travaillais encore avec mon ami, donc dans l'équipe de Kuriwasi, et qui nous avait remercié de tout ça, et puis qui était partie les semaines après, quoi. Et je me souviens qu'elle était heureuse, quoi, et que vraiment ça avait aidé à lisser ce passage-là, quoi. Et vraiment, pour moi, c'est ça le plus beau, en fait. Ouais. Le soin en lui-même, pour donner un exemple, il consiste en quoi? La personne est allongée, elle est donc en présentiel, sur une table peut-être de massage. Je sais pas, alors qu'est-ce que tu y mets comme éléments qui pour toi sont importants? Peut-être de la musique, du tambour, des chants, en plus d'avoir pris au préalable peut-être un remède en rapport avec une plante, enfin, j'en sais rien. Ouais. Alors, déjà, tout dépend des outils que j'ai à ma disposition, parce qu'encore une fois, je ne peux pas tout proposer non plus. Les remèdes que je donne doivent être des remèdes qui ont été qui sont en vente, quoi, voilà. Mais effectivement, alors en gros, il y a un temps d'écoute, et pour moi, dès ce moment-là, le soin a déjà commencé. Il a en réalité déjà commencé quand la personne est dans l'intention de venir. Elle a déjà un espace où elle se travaille elle-même toute seule, quoi. Elle arrive devant moi, on en parle, et en parlant, on met des mots sur ces espaces qu'elle visite. Prendre un exemple assez concret, une femme qui vient me voir qui a été victime de viol dans son couple, problématique assez lourde, et en mettant les mots dessus, elle ouvre en fait des espaces d'émotion, et c'est déjà en fait en soi un travail énergétique. Donc elle se met à pleurer, à lâcher ce qu'elle a à lâcher, elle se sent beaucoup mieux. Et c'est déjà entre guillemets gagné, quoi. Et ensuite, effectivement, elle s'allonge et on va aller travailler sur tout ce qui a affleuré pendant notre échange, et notamment donc sa relation à l'homme, sa relation au père, sa relation à elle-même, à son respect d'elle-même, sa relation à du coup la sexualité évidemment, forcément. Et voilà, et du coup, à travers ça, ensuite, le soin va prendre la forme qui a été, entre guillemets, définie par cet échange. Clairement, une personne qui a révélé pendant l'anamnèse, pendant le temps d'échange, quelque chose de confrontant émotionnellement parlant, je ne vais pas lui jouer du tambour à 300 km/h en essayant de la faire partir le plus possible dans les tours, parce que c'est pas ce qui se présente. L'idée, c'est d'aller reposer, lisser. Dans le cas donc, que j'ai donné juste avant avec le viol, il y avait vraiment cette idée d'un contact, d'apposition des mains, mais vraiment très doux, pour aller contrebalancer cette agression, cette intrusion qu'est le viol, quoi. Et de reconnecter le corps à un toucher qui soit un toucher ami et pas un toucher violent, quoi. Après, voilà, il y a les parfums qui peuvent aider justement à nourrir, à relâcher des espaces de tension énergétique, émotionnelle, psychologique. Des parfums intéressants, des odeurs. Donc. Ouais, complètement. Ouais. En Amazonie, il y a une branche où on n'utilise que les parfums, on appelle ça les perfumeros, et puis les perfumeros, c'est vraiment le summum, quoi. Ils sont considérés comme vraiment de très grands maestros, quoi. Enfin, j'aurais vraiment aimé pouvoir rencontrer ça, et j'espère pouvoir rencontrer ça à l'avenir. Bref, en tout cas, voilà, j'utilise certains parfums que je confectionne la plupart du temps. Voilà, et après, je peux chanter, effectivement, donc comme en cérémonie, des chants avec souvent, si c'est des chants en français, je vais essayer d'axer mon chant en fonction de la problématique rencontrée, quoi. Donc un lâcher prise, et du coup le chant va parler de ça, etc. Et sinon, je chante les plantes que j'ai pu proposer. Clairement, donc, dans le cas de cette femme-là, l'archétype masculin étant à l'honneur, quoi, il y avait vraiment cette idée de travailler avec l'esprit du tabac. Alors,
pour le coup, ça fait partie des plantes qui sont en dehors des plantes libérées, entre guillemets. Bon, elles sont en vente dans les bureaux de tabac, mais on n'a pas le droit de s'en servir médicinalement parlant. Donc je lui ai rien donné à boire, mais on avait l'énergie du tabac avec nous. Voilà, tout simplement, donc j'ai toujours avec moi des mapachos, c'est les cigarettes qu'on utilise au Pérou pour souffler le tabac. Et voilà, j'ai soufflé le tabac sur son aura, sur son corps, et pour que l'esprit du tabac nous accompagne et vienne installer un renouveau dans la relation à l'homme, quoi. Et l'instant d'après, elle était entre guillemets transformée. Alors, à chaque fois, je suis ébahi de tout ça, parce que à chaque fois, j'ai cette impression d'être là à gigoter et à faire mes trucs, et puis en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et souvent, c'est parce que je suis à l'écoute, simplement, quoi. Voilà. C'est déjà la fin de cette émission. Bon. Non, je serais bien parti encore plus loin. Mais c'est un genre de... c'est pour dire, comme quoi, en fait, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est une réouverture vis-à-vis de ce monde végétal, en l'occurrence, un de ces règnes, qui est un champ... on vient juste de se réapproprier un petit peu qu'il est là, qu'il existe, qu'il est avec nous, parmi nous, et qu'on peut dialoguer, et que c'est waouh, c'est incroyable tout ce qui peut s'y passer dans cette interrelation humain et végétale. Donc on peut voir que aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on comprend que les plantes entre elles communiquent, qu'on comprend comment elles communiquent, que l'être humain aussi peut communiquer, que effectivement les vibrations, les sonorités, notre voix, parler à nos plantes, c'est pas anodin, que donc parler, notamment qu'on entend le chant des oiseaux le matin avec les plantes, tout ça, tout est dans cette biosphère, les différents règnes, l'harmonie que cela peut dégager. Il y a une meilleure compréhension, il y a ce retour à la magie dont tu parles, l'émerveillement. Donc waouh, finalement les livres ou BD que tu as pu lire quand tu étais jeune, que j'ai lu certainement les mêmes, tout ce qui a trait à l'héroïque fantasy, les lutins, les fées, c'est là, ça existe, et que le monde n'est pas uniquement entre guillemets du domaine du palpable. Saint-Exupéry nous disait que l'important est invisible aux yeux, mais par contre le cœur lui sait les reconnaître. Donc voilà, je pense que un grand merci déjà Simon pour pouvoir nous avoir entre guillemets immergé un tant soit peu durant cette heure et demie dans ce milieu, ces domaines, et puis de voir à quel point chez toi c'est un grand amour que tu as vis-à-vis de ce règne-là. Je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir montrer aux gens que voilà, ce règne il est là avec nous, potentiellement on peut lui demander son aide, et qu'il y a des intercesseurs comme toi qui sont là et qui sont enchantés, c'est le cas de le dire, à nous montrer que demandons de l'aide, et ils sont là, je peux vous montrer comment. Donc un grand merci de t'être porté à cet exercice qui est pas forcément facile, mais tu l'as très bien sorti, de te livrer en transparence. Je ne peux que te souhaiter bon vent, en tout cas pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus. Je rappellerai que c'est sur la page d'Immédiat consacrée à cette émission que vous retrouverez toutes les informations concernant Simontel. Vous avez le site internet, le numéro de téléphone, l'email, la page Facebook, Twitter, t'as une chaîne YouTube. Non, mais ça va peut-être venir. Donc tout ça, voilà, toutes les infos vous les aurez, et comme ça, voilà, vous avez aucune problématique, pas nécessaire de poser des questions sous la vidéo YouTube. Les infos se trouvent sur l'article d'Immédiat. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis durant cette heure et demie. On se retrouvera le mois prochain pour un nouvel invité, une nouvelle thématique. Quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à la partager, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui se posent des questions, qui seraient intéressées par rapport à leur vie, au règne végétal, par rapport peut-être à certains symptômes, d'avoir un regard. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir celui peut-être de Simon, et peut-être qu'il pourrait y trouver des réponses. Donc de la partager, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, c'est selon votre sensibilité, mais vous êtes plus nombreux à laisser un commentaire que mettre un pouce. Donc je vous invite à mettre vraiment aussi le pouce, parce que ça aide au référencement de cette vidéo. Et puis si nos programmes vous nourrissent, c'est le cas de le dire, en conscience, super, on est ravis, ça sert à ça. Et si vous pouvez donner une donation en fonction de vos moyens, si ça vous parle, si ça a résonné, c'est super, c'est accueilli avec bienveillance de notre part, donc n'hésitez pas. Merci à vous tous, au mois prochain, prenez soin de vous, au revoir à tous.